Ce que vous vous apprêtez d'écouter est une rediffusion du premier live du Média Libre enregistré le jeudi 24 octobre sur le Space Twitter X du Média Libre. C'est un nouveau format qu'on vous propose, donc n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire, à liker et à repartager. D'ailleurs, cette rediffusion est à la fois disponible sur YouTube, mais aussi Spotify. Donc n'hésitez pas à suivre le Média Libre sur ces deux plateformes. Peut-être que pour ce format, on changera d'horaire et de plateforme, pour faire des lives YouTube ou sur Twitch. Mais en attendant, vous pouvez suivre le Média Libre sur X pour écouter en direct les prochains lives, commenter ou carrément intervenir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Donc c'est le premier live du Média Libre, donc c'est une première, donc ça sera peut-être pas parfait, hein. Donc juste pour résumer le programme du jour. D'abord on va parler de tout ce qui est de l'actualité autour du PLF, donc du projet de loi de finances. Ensuite on va un peu parler des élections et notamment de Donald Trump. Et enfin une partie avec Crypto Invest qui viendra nous rejoindre. Pour intervenir sur un sujet autour de la crypto et de la bourse, pour bien choisir ses projets, notamment quand on commence. Et ouais, juste le live est enregistré. Normalement, si j'ai pas oublié de lancer, ouais, normalement c'est bon. Donc il y aura certainement une rediff, donc on verra ça plus tard, quoi. Ce qui permettra de nous réécouter nous-mêmes et de voir à quel point on est catastrophique. Exactement. On coupera des passages les plus nuls, quoi. Vraiment les plus cringe. C'est-à-dire environ 60% ouais. du temps d'émission. Donc, en fait, il n'y aura plus rien. Il y aura 5 minutes de vidéo, enfin de son, bref. Écoute, ce que je vous propose, c'est de commencer par l'actualité. Le projet de loi finance. Alors, on a fait une vidéo YouTube qui est sortie lundi dernier, qui résume un peu tout, qui va jusqu'à samedi dernier en termes d'actualité. Donc, on a bien expliqué le projet de texte, enfin le texte initial de base, donc qui avait été proposé par le gouvernement le 12 octobre. On avait parlé aussi de ce qui s'est passé en commission des finances, parce qu'après, le gouvernement refile le texte à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc pendant 4 jours, il y a des amendements qui ont été faits, certains qui ont été refusés, d'autres acceptés, enfin adoptés, dans le cadre d'un nouveau texte de loi. Et à la fin des 4 jours, donc le samedi 19 octobre dernier, la commission des finances a voté si oui ou non il validait cette nouvelle version du texte de loi. Et pour le coup, il n'a pas été validé. Donc en fait, tout ce qu'on a pu entendre de la semaine dernière, enfin tous les amendements dont on a parlé la semaine dernière, dont on a entendu parler en tout cas, tout cela, ça dégage. Ils ne sont pas acceptés, mais du coup, le texte de loi passe à l'Assemblée nationale depuis ce lundi, du coup. Et donc sur base du premier texte de loi, vu que la version de la commission des finances n'a pas été acceptée. Et donc maintenant, il y a des renouveaux des amendements, dont certains qui avaient déjà été proposés en commission des finances. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc c'est pas encore fini, mais on a déjà quelques infos. Donc déjà de base, on n'avait pas la flat tax à 33% qui était déjà refusée, qui était dans la nouvelle version de texte de loi, mais ça avait dégagé. La fin des avantages sur l'assurance vie, c'était pas passé non plus. Mais dans le texte initial, il y a toujours la flat tax qui passe. Alors j'ai mis 35, mais je crois que c'est plus que ça. Je crois que c'est 37%, si je dis pas de bêtises. Alors, si je ne me trompe pas, de base, elle est actuellement en vigueur, ouais. Elle est à 30%. Ouais. Il prévoit de la passer à 33%. Ça, ça a été adopté en tant qu'amendement. Finalement, les amendements sont déboutés, mais ça revient dans le texte initial. Comme tu le dis, ça peut, dans certaines circonstances, monter à 35, voire même dans des circonstances exceptionnelles 37, pour les hauts revenus. De mémoire, c'est 37 ou 37,5. Donc, comme on le disait dans 37,2, je crois, c'est un chiffre à la con. Dans la dernière vidéo, sur le fait qu'ils veulent voler notre épargne, ils ont inventé le concept de la flat tax, pas flat. C'est ça. Ce qui est quand même un concept intéressant. En fait, c'est un escalier, quoi. C'est pas flat, quoi. C'est un escalier. La flat tax progressive. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un escalier qui se sent flat, voilà. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de nos élus à faire preuve d'imagination. C'est d'innovation. Pour nous prendre un peu plus de notre argent. Et il y avait aussi augmentation des taxes de l'ELEC, c'était dans le texte initial, tout ce qui est transport aérien aussi, et d'autres trucs qu'on avait détaillés. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc à l'Assemblée nationale, cette fois-ci? Alors, bonne nouvelle, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, c'est que l'impôt universel a été rejeté à l'Assemblée, donc ça dégage aussi.
Et du coup, LFI avait retenté le coup de la flat tax qui passait à 33%, même 40%. Il y en a qui voulaient passer la flat tax à 40% pour tout le monde, hein. Là, on ne parle pas des hauts revenus. Ça a été rejeté. Donc, la flat tax ne passe pas à 33% ni 40% pour tout le monde. C'est 30%, mais par contre, il y a bien... donc là, le chiffre là, c'est 37,2% de flat tax pour les hauts revenus, donc à plus de 250 000 euros pour une personne seule. Donc ça passe. C'est dans les mauvaises nouvelles. Il y a le renforcement de l'exit tax qui passe aussi. Donc, on n'a pas l'impôt universel basé sur la nationalité, mais on a toujours le renforcement de l'exit tax. Et alors, je regarde, il y avait aussi une news qui est sortie, sur les terrains constructibles, il y a aussi l'augmentation d'un impôt qui passe de 19 à 30% sur les plus-values issues de la vente de terrains constructibles. Et il y a sûrement d'autres infos, ça, je crois que ça, je les avais notées hier. Je ne sais pas si de ton côté, tu avais noté d'autres trucs. J'ai malheureusement pas eu l'opportunité de suivre les discussions. Alors ça, c'est ce qui... Soit au sein de l'Assemblée nationale, soit Ouais. à côté. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est à quel point les amendements qui, là, ont été rejetés sont susceptibles de revenir lors des discussions de la loi au sein de l'Assemblée nationale. Là, je parle de l'Assemblée nationale. Là, alors... Ah, c'est les discussions actuelles. Ok, Ouais, pardon. là, je parle des discussions actuelles, c'est-à-dire que l'amendement qui visait à augmenter la flat tax de base à 33 voire 40% à l'Assemblée nationale n'est pas passé, mais celle pour les 37,2% et le renforcement de l'exit tax, ça c'est passé. Bon, Ça s'est passé actuellement, voilà. mon Et pareil pour les inquiétude terrains est constructibles. légitime, puisqu'ils Ouais, commencent non, ça, déjà je à suis faire d'accord. passer leur carabistouille au sein de l'Assemblée. C'est ça. Et on aurait pu avoir, ils voulaient passer 40%, enfin bon, bref, ils ont tenté encore plus, tu sais, ils ont fait un coup de poker, ils se sont dit, «C'est pas passé, une première fois à 33, on va tenter 40, quoi». Et sinon, alors il y a un autre sujet, alors je sais pas si ça a été discuté à l'Assemblée nationale, je pense pas, mais en tout cas, il y a un sujet de rétablissement de la taxe d'habitation, qui serait voulu par, certains maires, notamment ce cher, Jean-François Copé. J'ai mis François Copé, je crois que c'est Jean-François Copé. C'est ça. Et certains députés évidemment, David Guiraud et ce cher Éric Coquerel, qui parlent, voilà, alors je sais pas s'il y aura un amendement, dans le cadre du PLF, mais vu qu'ils en parlent, en ce moment, ce serait pas étonnant, disons. En tout cas, voilà, ils ont enlevé la taxe d'habitation pour augmenter la taxe foncière et maintenant ils remettent la taxe d'habitation en plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils rajoutent une taxe ou un impôt, temporaire, c'est permanent, et quand ils enlèvent une taxe de manière permanente, en fait, non, la suppression était temporaire, quoi. Dans tous les cas, on est perdant, quoi. Et c'est ça qui va être terrible, c'est que la hausse des taxes foncières, elle risque de rester, ou s'il y a une baisse, elle sera marginale par rapport à la hausse qui a précédé. Et la taxe d'habitation, elle va très certainement revenir plein pot. Donc à suivre dans les prochaines semaines, ça m'étonnerait pas qu'on entende parler, encore un peu plus de ça, quoi. De toute façon, on a un petit peu compris où est-ce qu'ils voulaient en venir. Ils n'ont pas l'intention particulièrement de baisser les dépenses de l'État. Quand il s'agit de les baisser, ils les baissent là où il ne faudrait pas les baisser. Oui. De manière générale, ils veulent augmenter les recettes pour remettre de l'eau dans la passoire. Il y a deux questions vraiment qui sont importantes. C'est à quel point est-ce qu'ils vont une nouvelle fois porter un coup à l'économie réelle. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont trouver à taxer l'année prochaine? Ouais, pour le PLF 2026, ouais. Parce qu'ils ont fait preuve d'une imagination absolument débordante en commission des finances pour créer des amendements pour monter les impôts, au point où on peut se demander mais où est-ce qu'ils vont encore trouver après des points où il est possible d'imaginer des augmentations, tout simplement. Parce que là, Ouais. des taxes de type liquide de vapotage, Oui, ce genre de taxes exceptionnelles, je crois qu'il y a eu une discussion à un moment pour remettre en c'est oui. place une taxe, je sais plus si c'est sur Il le y a un truc sur modèle le sucre, je belge crois. ou sur le modèle allemand, mais remettre une Ouais. taxe sur les chiens. Oui, ouais, La simple détention d'un chien vaudrait une taxe. pour une taxe, ouais. Il y a ça et je crois que ça a été discuté, là ça me revient, à l'Assemblée nationale, ouais, il y aurait une taxe, sur le sucre,
parce que c'est pas encore assez taxé. Alors soi-disant, c'est pour notre santé, toujours pareil, hein, c'est pour empêcher les gens de manger plus, mais ils attendent quand même que ça génère de l'argent, enfin, des rentrées d'argent pour l'État, donc faudrait savoir, quoi. Alors, c'est une taxe spécifiquement sur le sucre blanc, c'est une taxe sur Alors je l'ensemble t'avoue, des produits sucrés, c'est au je prorata l'ai de la vu, quantité de sucre d'un produit. je sais plus, je l'ai vu cet après-midi, passer vite fait. Si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas là dans le chat. Mais c'était en discussion, je crois. Attends, je vais chercher vite fait. Mais il y a eu la discussion Parce que, à ma aujourd'hui. connaissance, il y a déjà des surtaxes sur certains types de produits, Ouais, bah là, c'était pour l'augmenter, j'imagine. sur les sodas, par exemple. Bon, ça, c'est vieux. Le Oui, simple, c'est vrai. le simple fait qu'une boisson soit catégorisée soda lui vaut une taxe. Ouais, Je ne sais pas si les jus de fruits sont épargnés, puisque les jus de fruits pasteurisés, à la fois en termes de bonne quantité de question. sucre et d'intérêt nutritionnel, ça se rapproche plutôt d'un soda. Je crois que c'est Est-ce David qu'un jus Lisnard d'orange est taxé? qui a fait un tweet là-dessus, je regarde. Je trouve plus l'info. Si, voilà, attends, il parle de ça, là. J'imagine que c'est... Ah, il y a pas le tweet de base. Il parle interdire le sucre? Non, je pense pas qu'ils interdisent le sucre quand même, faut pas déconner. Ouais, je trouve pas je trouve plus l'info là, mais si quelqu'un a l'info, je suis preneur. L'info exacte, quoi, de ce qui a été, discuté. OK, je sais pas s'il y a d'autres choses sur ce sujet, Non, je suis très curieux et très inquiet de voir où est-ce que les discussions vont mener. Ouais. Ah si, il y avait aussi, alors je sais pas si c'était dans le cadre du PLF, mais sur, les pensions alimentaires, ouais. Ah Alors oui, effectivement, la notion de la refiscalisation, c'est ça. réforme de la fiscalisation des pensions alimentaires, qui aujourd'hui sont payées à 97% par les pères. Moi, je crois qu'on est aux alentours de 800 000 pères qui versent une pension contre 24 000. 24 000 mères forcées de verser une pension. Jusqu'à présent, le principe, c'était que les pères pouvaient déduire les pensions versées en tant que charge, de manière à baisser leur impôt sur le revenu, ce qui peut s'entendre. Et les mères qui disposaient du fruit de la pension, puisqu'il s'agissait d'un revenu, devaient le déclarer et étaient imposées dessus. Et l'idée, c'est d'évoluer vers une fiscalité plus punitive à l'égard des pères, puisqu'il s'agirait d'imposer sur le revenu la totalité donc, des entrées des pères concernés, de ne leur enlever la possibilité de déduire comme charge le versement de la pension, Mmh. et enfin la possibilité pour la mère de toucher cette pension sans qu'elle soit fiscalisée, sans qu'elle soit intégrée à son barème d'impôt sur le revenu. C'est ça. Comme si la France n'était pas déjà un pays suffisamment confiscatoire. En plus, on se mêle non pas des histoires de couple, mais des histoires de divorce. Oui. Ça risque d'être un bénéfice pour l'État par ailleurs, puisque en moyenne, certainement que les hommes ont des revenus plus élevés que les femmes dans une Ouais, ouais. situation post-divorce. Mmh. Donc, en plus, ils vont devoir supporter cet impôt sur le revenu sur leur tranche supérieure. Ouais. Alors que beaucoup de femmes divorcées qui ont eu des interruptions de carrière sont peu ou pas imposables. Donc l'État risque de s'y retrouver, risque, le mot est mal Mmh. choisi, l'État devrait s'y retrouver avec une augmentation de la fiscalisation des personnes concernées. C'est ce que j'ai tweeté dans l'après-midi. C'est déjà quelque chose qui m'interpelle, à savoir que la plupart des magistrats aujourd'hui sont des magistrates. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les juges des affaires familiales. Et 75% des divorces, des demandes de divorce, sont intentées par les épouses. Ouais. Donc les femmes divorcent, les jugements sont rendus par d'autres femmes, qui confient la garde à la mère dans 75% des cas, qui décrètent une garde alternée dans seulement 15% des cas,
et enfin confie la garde exclusive au père, avec ou non droit de visite, peu importe, dans 10% des cas. Et on a encore une fois un écart. Puisque s'il y a 75% des mères qui se voient confier leurs enfants en garde exclusive, il devrait y avoir à peu près 75% des pères qui soient condamnés à verser une pension alimentaire. Ouais. C'est logique. Ouais. Or, on se retrouve à 97% de versement des pensions alimentaires qui sont des hommes. Si on avait quelque chose de représentatif, on devrait avoir soit 75 dans le second cas, soit 75 dans le premier cas. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pères qui sont condamnés à verser des pensions alimentaires, même lorsqu'ils ont réussi à obtenir un régime de garde alterné. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des cas où il y a des versements de pensions alimentaires alors que la garde est confiée au père? Ça, je ne sais pas. J'ai eu des cas dans mon entourage, un particulièrement. J'ai connu un homme qui a dû verser pendant presque 20 ans une pension alimentaire directement à son ex-femme, alors même que les enfants étaient partis de la maison depuis longtemps. Attends, comment c'est possible ça? Je ne saurais pas te dire quelle carabistouille a été décrétée Il a mis ses tribunal, chats. mais il lui a versé, et puis on ne parle pas de petits montants. Ah ouais, en On petit. parle de presque 1 500 € versés par mois pendant 20 ans. 1500? Putain, c'est énorme. Après, oui, c'est ses enfants, j'imagine que c'est. En fait, ça a été évalué également au prorata de ses revenus à lui. Du salaire du mec. Ouais. Il avait en fin de carrière presque 9 000 € de revenus nets. Donc la juge a pu définir un barème un petit peu plus important. Donc ouais, ça c'était un peu pour les news sur les taxes, on va dire. On va regrouper ça dans les taxes. Il y en a sûrement d'autres qu'on a loupé, hein, mais c'est celle qu'on a pu relever. Il reste un point que je voudrais aborder, que je vais essayer d'explorer dans les semaines à venir. Ouais. Et il me semble que ça a été, si je ne me trompe pas, ça a été validé à l'Assemblée nationale. Dans des discussions récentes. C'est ça, article 24 du projet de loi de finances 2025, qui prévoit la fin d'un abattement qui est lié à l'amortissement Ah oui. L'amortissement d'un bien immobilier dans le cadre d'une location meublée non professionnelle. Oui, oui. Ça, c'était dans le texte de base? Enfin, c'est dans le texte de base, effectivement. OK, ouais. Donc là, ça va être voté à l'Assemblée. Sauf à ce qu'il soit retiré, Ouais, quelque chose qui effectivement risque de ça, rester dans la loi. Ça, je comprends pas trop Ça va faire assez mal aux gens qui font de l'investissement locatif. Le principe de la location meublée non professionnelle, c'est assez populaire en ce moment. Parce que ça permet de déduire donc un amortissement du bien de la rente qui est faite par les loyers. Ouais. Si on prend un exemple de quelqu'un qui achèterait un appartement à 100 000 € et donc qui toucherait 500 € de loyer par mois, ça lui fait 6 000 € de loyer à l'année. S'il déclare un amortissement de 2 000 €, les 2 000 € en question sont déduits de ces 6 000 de rente. Et il n'y a que 4 000 qui sont imposés à 17,2% de prélèvements sociaux, puis à l'impôt sur le revenu sur la tranche la plus haute par le propriétaire. Cet abattement-là serait supprimé. Ouais. Donc sur les 2 000 € supplémentaires, tu paierais non seulement les 17,2%, mais également l'impôt sur le revenu supplémentaire. Je suis en train de discuter avec un expert comptable de quelles stratégies vont adopter les propriétaires. Et a priori, ça risque soit de pénaliser la revente, soit de pénaliser la rente de loyer qui est créée par la détention de cet investissement locatif. Ouais, parce qu'il y avait pas mal de locations comme ça, c'était moins cher en plus, en général pour le locataire. J'ai l'impression. Est-ce que c'était moins cher? Est-ce que ça tirait le marché à la baisse? Je ne sais pas. Bah, je sais pas, je sais que moi quand je tombais sur des offres de location où c'était meublé, en général, c'était un petit peu moins cher par rapport à ce qui se faisait dans le marché.
pour le même mètre carré, même. Tu voyais endroit, tu etc. voyais des meublés qui étaient moins chers que des Un petit peu nus plus abordable, de ouais. même critère. En général, voilà. Après, c'est une observation C'est possible puisque c'est empirique, on va dire. Mais l'amortissement ouais, augmente la rentabilité du bien, donc ouais, c'est pour ça. Donc peut-être qu'eux, ils de baissaient par un la petit peu moindre comme ça. imposition. Ouais, Donc ils peuvent se permettre d'être un petit peu plus ça. concurrentiels. Donc cette concurrence risque de se réduire. De totalement disparaître. Ouais. Oui, Après, ça on va pas certain. est-ce que ça va faire augmenter les loyers ou est-ce que ça va faire baisser le prix des biens immobiliers parce que ce sera moins attractif comme investissement puisque Hmm. ça promettra des Ouais. rendements qui seront inférieurs? C'est difficile de le présumer. Oui, mais Affaire à suivre. Mais ça faire à suivre, mais ça le m'étonnerait pas qu'ils augmentent les loyers pour les meublés, ceux qui auparavant louaient un meublé, ça m'étonnerait pas, quoi. Mais ça fait très mal aux Français qui a les moyens, d'investir un petit peu. Ouais, Alors là, ouais. je j'entends pas des gens qui font partie du dernier décile, mais n'importe qui arrive à dégager, 500 ou 700 € d'excédent, mensuel. Mmh. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on démarre son épargne? On commence par mettre de l'argent dans son livret A, éventuellement pour ceux qui sont, sensibilisés dans un plan épargne en action. Ensuite, on ouvre une assurance vie et ensuite on investit dans la pierre. La pierre, c'est vraiment un investissement que les Français affectionnent. Oui. Donc Bah, par rapport aux US, si ça brasse comment beaucoup dire? d'argent, forcément l'État va s'y attaquer à un moment ou à un autre. Ouais, bien sûr. Sans doute doucement, parce que c'est quand même les boomers qui détiennent beaucoup de biens immobiliers. Donc il faut bien qu'ils préservent un petit peu leur électorat. Mais tout doucement, ils risquent de gratter sur ces rentrées fiscales-là potentielles. Ouais, ouais. Si tu avais d'autres choses sur le sujet? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des actualités récentes. Ouais, on peut passer à la suite, ouais. Affaire à suivre. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir, peut-être. Ouais, hésitez pas si vous voulez intervenir sur le sujet, taxes, PLF, bah, écoutez, sinon on peut passer à la suite, sur les élections américaines. Ouais, du coup, on voulait faire ce sujet surtout, alors parler un petit peu de l'actualité et ensuite, un peu de parler d'un point de vue, on va dire, libéral ou libertarien, ce qu'on pourrait voter, enfin ce qu'on pourrait penser de cette élection et pour qui on pourrait se projeter, pour qui voter, sachant qu'on n'est pas américain donc techniquement on va pas voter, hein. Mais voilà, je pense que le sujet est intéressant. Juste au niveau de l'actualité, alors j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu que les sondages étaient plutôt favorables à Trump, de ce que j'ai vu. Je sais pas si tu as vu ça toi aussi? J'ai vu, mais ça dépend de quel sondage on parle. Ouais, Et pas tous, ouais. en fonction des sources de sondage, il faut plus Faut faire attention, regarder ouais. la réduction de l'écart qu'autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des instituts de sondage qui ont tendance à donner historiquement gagnant les démocrates, d'autres qui ont tendance à donner historiquement gagnant les républicains. Et Mmh. l'important, c'est de voir qu'est-ce qu'il y avait dans le passé L'évolution, quoi. comme écart entre les résultats de sondage et les résultats électoraux. Ouais. Et comment est-ce que ça a évolué ces derniers temps? C'est-à-dire, si on a des sondages plutôt favorables aux démocrates qui montrent une réduction de l'écart, typiquement qui donnait Kamala Harris avec 5 points d'avance, et qui Mmh. aujourd'hui ne donne toujours Kamala Harris gagnante, mais seulement avec 2 points d'avance, c'est tout de même Ouais, c'est que significatif. potentiellement, il y a un baisse, une démobilisation pour elle, a priori, si on voit ce genre de choses. Ce qui semble être, le cas un peu en ce moment. Après c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que des fois, tu sais quand tu rentres dans une bulle, sur internet, sur Twitter ou quoi, tu as facilement des bulles qui te disent, qui te pro enfin, de personnes qui s'auto-persuadent de trucs. Mais en tout cas, ouais, de ce que j'ai pu voir, il y a une petite tendance a priori pour Trump. En tout cas, ce qu'on pourrait dire, déjà de la campagne en elle-même, bah, déjà Elon Musk, je pense qu'il a son coup là un peu ma ce qu'il a fait avec McDonald's, c'était quand même assez fort, je pense. Enfin, je pense que ça a plutôt, pu avoir un impact positif sur les sondages. Pardon, si j'ai Je sais peut-être pas si tu avais suivi? manqué une étape. J'ai vu les images et surtout Ouais. les mèmes Oui. de Donald Trump en train de servir des frites.
Mais j'ai pas compris quel rapport il y avait avec Elon Musk. C'est lui qui a organisé cet événement? Ah, je sais pas. Non, je sais pas, je Ou pense alors pas que ce c'est soit Elon moi. Musk. Je sais, tu as dit Elon Musk, donc J'ai c'était parlé, ouais, en vrai, alors un j'ai peut-être dit lapsus. Musk, mais je parlais de Trump, non? C'est peut-être parce que j'ai lu la suite. Non, non, ouais, Trump qui servait des frites. Ouais, non, non, je crois pas qu'il y avait Elon Musk. Enfin, après, Elon Musk finance aussi sa campagne, mais ça, c'est autre chose. Mais Mm. non, non, oui, non, je parlais de Trump. J'ai dû m'en mêler entre les deux. Donc, ouais, il y avait ces images de Trump qui sert au McDo, au McDrive, donc ça m'a fait délirer. Tu vois, au McDrive, t'as Trump qui te sert des frites. Euh, je pense pas que tu vois Ça a été que Macron extrêmement. ferait ça en France, tu vois. Ouais, mais c'est surtout que ça n'aurait aucun intérêt pour Macron. Oui, 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 Beaucoup de ouais. personnalités politiques de premier plan, quels que soient les pays, de faire ce type d'opération. Alors Ouais, qu'avec mais ça a Trump, peut-être marché, hein. ça marche parfaitement. Ouais. Ce côté, j'interviens dans votre quotidien et je fais de la communication simple, ça va Et certainement je crois qu'en plaire. plus, il y Et avait il une en a histoire. profité pour Ouais. tacler Kamala Harris, qui s'était Oui, c'est vantée en ça. interview Ça, d'avoir travaillé, d'avoir été une prolétaire parce qu'elle avait travaillé au McDonald's pendant ses études. et c'était faux apparemment. Ouais. Et bah, ils ont essayé de vérifier et effectivement, Ils ont pas trouvé l'info, il quoi. y a aucune trace de quelques contrats qu'elle ait pu effectuer dans l'enseigne. Je sais pas Et si c'est. lorsqu'on lui demande de préciser, ou lorsqu'on demande à son bureau de campagne de préciser, Ouais. c'est une fin de non-recevoir. Oui, 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 de dire C'est un petit je peu viens de la classe moyenne. lorsque Kamala Harris dit j'ai fumé de la marijuana quand j'étais à l'université, ou lorsqu'elle dit j'ai une arme Je à sais la pas qui avait dit maison. ça. Ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'elle avait dit ça. Dans le premier cas, ça correspond pas parce qu'elle disait qu'elle écoutait Snoop Dogg à l'époque, et puis en fait, bah, il était pas encore connu, ses albums n'étaient pas encore vendus. Et dans le Ouais. second cas, quand on lui demande de préciser le modèle de pistolet qu'elle utilise, elle est incapable de préciser le modèle. Oui, oui. Donc, Une experte. soit McDo, la bœuf ou le Glock ou l'absence de Glock, dans les trois cas, elle se ramasse. Ouais. Mais du coup, elle va te sortir qu'elle vient d'une classe moyenne, tout ça, quoi. C'est Et d'ailleurs particulièrement cocasse parce que lorsque. Pardon, je vois que Crypto Invest a demandé à intervenir. Je ah viens oui, seulement tout à de fait. voir Était non plus. la notification. Alors, c'était particulièrement hypocrite de la part de Kamala Harris de se vanter d'être coulée branchée et de fumer de la beuh à l'université, puisque lorsqu'elle était, si je ne me trompe pas, procureure du bureau de San Francisco, Mmh. c'est une des procureurs qui avait les statistiques les plus élevées en termes de poursuites pour possession ou consommation de stupéfiants. Ah ouais, en fait, c'est une roitarde, quand ça l'arrange, quoi. Je crois que Olivier de The American Dream avait parlé un petit peu de la stratégie qui suspecte qu'elle avait à l'époque, qui était en Ouais. fait d'avoir des bonnes statistiques en termes de ratio poursuite-condamnation. Ah ouais, pour dire: «Je suis notre Parce procureur», qu'elle lançait des poursuites et ensuite elle négociait des accords pour que le mec plaide coupable pour une peine dérisoire. Ce que Ah ouais, généralement il faisait, et donc l'affaire était instruite très rapidement, ouais, et ça débouchait sur une condamnation. OK, Donc c'était plus ou moins bon pour ses statistiques et donc pour sa carrière. d'accord. Putain, je savais pas ça. OK, beh, ouais, en plus là, alors elle a fait une interview, alors j'ai pas suivi, son interview, mais je crois qu'elle a c'est pas super bien passé. Après, je sais pas Tu n'as pas si suivi c'est la magnifique interview qu'elle a donnée à Fox News? non, enfin, j'ai vu des retours, mais c'était plutôt des retours de, personnes un peu pro Trump, donc je me méfie un peu parce que, tu sais, forcément, tu as un filtre. Ouais. Heu, mais et du coup, je crois que j'avais vu justement quelqu'un dire que, bah, ça n'était pas si mal sorti. J'ai un peu entendu les 2 versions, quoi. On va dire qu'elle s'en est bien sortie pour une première interview en milieu hostile. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Ouais, elle a toujours OK. donné des interviews où les questions lui avaient été transmises à l'avance Prépare à l'avance, ouais. et où les journalistes avaient une certaine complaisance vis-à-vis de ses Ouais. réponses. Lorsque les réponses étaient imprécises, voire carrément fausses, ou lorsqu'elle était évasive pour ne pas répondre. Mmh. Et c'est la première interview qu'elle donnait donc, à un média plutôt partisan vis-à-vis de l'opposition. Ouais. Donc ça a été C'était chez qui catastrophique. déjà? Ça a été C'était catastrophique, une mais elle s'en est bien sortie dans le sens où elle a pas pleuré. ouais, ouais, ouais.
C'était chez qui C'était chez Fox News ou C'était chez Fox News. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas retenu le nom du journaliste. Ouais, ok. Ouais, effectivement, Fox News sont plutôt républicains. Ah bah oui, clairement. Fox News, c'est une chaîne qui est très, très alignée sur un point de vue conservateur. C'est un petit peu ce qu'est CNews à la France, mais en moins diabolisé. Ouais. Puisque le segment conservateur aux États-Unis, évidemment, il est bien plus populaire. Enfin, c'est CNews qui fait du Fox News maintenant, on va dire. D'une certaine façon, oui. La comparaison n'est pas mauvaise. Je pense que je ne serais pas surpris d'apprendre que CNews s'inspire des méthodes de Fox News pour se populariser. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un peu remarqué, c'est pas moi, en vrai, j'ai vu pas mal de tweets là-dessus, c'est que dans pas mal de meetings, en fait, on voit de plus en plus Barack Obama s'exprimer pour sa campagne, quoi, mais moi, ça m'a un peu rappelé, pendant les élections européennes, pour la campagne de Valérie Hayer, il y avait très souvent Macron ou Attal qui intervenaient. Il y avait Gabriel Attal qui était venu pendant une émission radio, genre pour la défendre limite. Ça m'a un peu rappelé ça. C'est un peu. Enfin, moi, j'ai eu un peu le sentiment que le camp démocrate avait un petit peu peur et que du coup, ils envoyaient Barack Obama à la rescousse. Et tu vois Barack Obama sur toutes les photos, mais même pas elle, quoi, limite. C'est un peu ce que j'ai l'impression en ce moment. J'ai vu qu'il y avait Eminem aussi qui était venu faire un discours juste avant l'intervention de Kamala Harris. Donc ouais, je sais pas si c'est une panique ou dans le camp démocrate ou quoi, mais en tout cas, ça m'a un peu rappelé ça, quoi. C'est difficile de dire quelle stratégie il puisse y avoir derrière, quoi, parce que, bon, oui. Après, ça faisait quand même des mois, peut-être même des années que le camp de l'opposition aux États-Unis raillait la santé mentale de Joe Biden. Il faut dire qu'il y avait matière, hein, parce que malgré la complaisance des journalistes et leur propension à couper les extraits déplaisants ou à ne pas relever les plus grosses stupidités que disait le président, se voir et ils ont fini par le lâcher. Ça a pris honnêtement beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Pour moi, au bout de, pour moi, à son élection, en fait, il était déjà sénile. Ah oui, carrément, je pense. Et dans ma tête, c'était déjà Kamala Harris qui tirait un petit peu les leviers dans l'arrière-boutique. Et ils ont mis vraiment beaucoup de temps à lâcher Joe Biden. Mais ils ont dû se dire que là, pour une réélection, ça passait vraiment pas. C'est sûr. Mais le fait est que Kamala Harris n'est absolument pas populaire. Au sein du camp démocrate. Camp démocrate, ouais. Après, il y avait qui? Sinon, il y avait AOC, mais AOC est peut-être trop clivante. Redis-moi qui. Ah, Alexandria Ocasio-Cortez. Ouais, c'est ça. Qui est plus ou moins la Sandrine Rousseau américaine en plus jeune, quoi. Ouais, latino. En gros, ouais. Après, c'est une personne qu'on apprécie parce que c'est une source inépuisable de mèmes sur les comptes de mèmes conservateurs et libertariens. Mais je pense pas qu'elle ait les prédispositions pour prétendre à l'investiture du Parti démocrate. Ouais. C'est un peu comme une Sandrine Rousseau, quoi. Je pense, là-bas. Genre dans le sens où elle doit être un peu moquée aussi. Elle est particulièrement moquée et elle a tendance à se tourner en ridicule. Ouais. Donc ce serait pas une bonne idée non plus pour eux, quoi. Pour moi, la comparaison avec Sandrine Rousseau est particulièrement pertinente. Pertinente, ouais. C'est aussi quelque chose que disait l'American Dream, c'est qu'il est probable qu'il n'ait, entre guillemets, trouvé personne. C'est-à-dire que dans l'état actuel de... Excusez-moi, est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Ouais, on t'entend. Bruit parasite derrière toi. C'est peut-être un peu mieux, non? Ah ouais, c'est carrément mieux. Ouais, excusez-moi, c'est mon micro est donc enfin désolé. Ouais, ça fait un gros grésillement, je sais pas trop. Ouais, je pense qu'il y avait un souci. Ouais, bon bah, ça va être l'heure de recommander un. Je vous disais,
je sais pas si vous avez... Alors déjà, est-ce que c'est possible de... Je sais que le nom c'est celui-là, mais est-ce qu'on peut m'appeler Ludwig à la place de m'appeler Crypto Investor? Ouais, si tu veux. C'est un nom absolument pourri que j'ai choisi parce que j'ai ouvert le compte très rapidement. J'ai dû choisir un pseudo vite. Pas de souci. Ouais. Je Ludwig, sais pas c'est si un vous très joli connaissez prénom. Crypto. Ouais. Un Et quand petit je peu veux comme l'utiliser, l'un des alors, plus célèbres économistes de l'école autrichienne. J'aime oui, beaucoup. c'est Exactement. d'ailleurs, j'ai un très bon mix puisque le pseudo que j'ai sur Twitch pour pouvoir intervenir, c'est Ludwig Friedman. Vous apprécierez les refs. Pas mal. Mais pour en revenir à cette histoire de Kamala Harris, elle a dévissé sur une plateforme de sondage qui n'est pas réellement une plateforme de sondage, mais c'est intéressant. C'est sur une plateforme qui s'appelle Polymarket. Ouais, donc c'est des paris. C'est des gens qui parient avec de la crypto, plateforme de c'est ça? paris. Effectivement. C'est ça, en fait, c'est une plateforme de paris décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus on va dire qu'il n'y a plus l'aspect tiers bookmaker. C'est-à-dire que là, il n'y a Ouais. pas quelqu'un par qui il a pris en transit ou quoi, vous prenez directement l'argent des perdants des paris. C'est réalisé via ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts, donc c'est des paris enregistrés dans des blockchains. Ouais. C'est Ok. une Ah plateforme oui, d'accord, super carrément. intéressante parce que vous avez alors de mémoire, hein, il me semble que c'est ça, il faudra que je revérifie, c'est pas bien, mais ce qui est important de retenir, en fait, si vous voulez, c'est que les gens ne donnent plus leur avis, ce n'est plus un institut de sondage. C'est-à-dire que les gens payent littéralement pour donner leur avis. Donc, vous n'avez plus l'aspect où vous allez dire, même inconsciemment, je vais dire que je pense que Kamala Harris va gagner parce que secrètement, vous pensez que ce soit pour elle ou pour Trump. Comme vous êtes obligé de payer pour le donner et que vous mettez votre argent en jeu, d'une manière générale, on peut penser, en tout cas, ça laisse penser que euh, le, 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 le sondage est plus fiable. D'une manière générale, je pense que tout le monde, pour ceux qui ont peut-être déjà fait des paris sportifs, je pense que vous préférez faire Ouais. confiance à des codes de paris sportifs qu'à des sondages et des instituts de sondage politiques. Souvent, le pourcentage de chance de tromper est moins élevé en réalité. C'est pour ça que c'est intéressant que ce soit sur Polymarket, parce que la cote est même plus de. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, Trump était à 63 quelque chose. C'est absolument énorme. Ouais, et justement, je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis récemment un gros chiffre sur Kamala Harris. Je pense que le mec a tenté un peu le tout pour le tout, mais ouais, et sur Trump aussi, j'ai vu des chiffres assez hallucinants, dont un Français d'ailleurs, qui aurait parié Ouais. sur Trump. Enfin, un Français, je sais pas, mais en tout cas, un truc français qui a je sais pas si l'institution, mais une entreprise ou quoi, mais en tout cas, en France, je sais qu'il y a quelqu'un qui a misé un gros truc sur Trump aussi. J'ai plus les chiffres en tête. Mais ouais, il y a des trucs assez délirants, quoi. Non, mais ça, Il me semble c'était relativement serré, même si Trump avait de l'avance. Jusqu'il y a à peu près justement jusqu'à l'interview de Kamala Harris sur Fox News. Ah, s'il y a eu un changement à partir de là? Ouais, les paris, Ah ouais. en fait, à ce moment-là, la tendance des paris s'est radicalement inversée. Et les gens se sont mis à massivement parier sur Trump. Ok. Après, il y a toute cette difficulté de la barrière culturelle. C'est-à-dire que Polymarket, ce sont des parieurs du monde entier. Oui, Donc, mais qui oui, du coup, n'ont dont pas un Français. forcément les mêmes codes culturels, donc qui n'ont pas forcément la même réaction aux événements qu'il peut y avoir au cours de la campagne. Ouais, du coup, c'est 62% pour Trump et 38% pour Harris. Il y a des choses qui peuvent susciter un certain engouement, Ouais. mais qui n'auront pas forcément le même retentissement dans la classe américaine. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un C'est-à-dire petit le peu comme public si. qui nous intéresse. Oui, c'est un petit peu comme si nous, on pariait sur, je sais pas, la ligue, je sais pas, la NFL ou j'en sais rien, sur une équipe d'NFL qui a l'air d'être gagnante, mais c'est un peu ça, quoi, dans l'idée Ouais, c'est un peu la limite du truc, ouais. Ouais, c'est un peu la limite du truc. Moi, on avait parlé tous les deux, je crois, avec le capitaine. Peut-être, ouais, ça se peut. Déjà, on avait abordé le sujet par tweet interposé sur le fait que moi, je trouvais ça intéressant Oui. et que je pensais que ça pouvait apporter un peu plus de précision des sondages politiques, souvent dirigés d'ailleurs. Et c'est exactement l'argument que tu m'as répondu. Tu m'as dit oui, mais c'est des parieurs, donc n'oublie pas qu'il y a quand Ouais. même des gens qui viennent pour l'aspect purement financier aussi, quoi.
Donc je pense que c'est la limite, ouais, la plus. Ça va être intéressant de voir c'est dans combien de temps maintenant les élections? 10 jours? C'est 5 non, novembre, non? Ouais, c'est ça. non, c'est dans. Ah, non, mais si, tu as raison. Ouais, C'est c'est dans bientôt. Ouais. 12 Ouais. jours maintenant, The Election Day. Et ouais. Ah, ça arrive bientôt, ouais. Ouais, du coup, je sais pas si vous avez vu le lien que j'ai envoyé. Du coup, ouais, apparemment, c'est Polymarket qui affirme que le mystérieux parieur sur Trump est un ressortissant français. Ok. Et le montant total de ces paris, alors ces 4 comptes ont parié massivement sur la victoire de Trump pour un montant s'élevant à 46 millions de dollars ce jeudi. Enfin, jeudi dernier, j'imagine. Du coup. 46 millions de dollars Non, aujourd'hui. Ouais. Ouais, en tout, sur 4 comptes. sur 4 comptes suspectés d'être français. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est le lien que j'ai envoyé, je le lis en même temps. Hein. Ah, punaise, je me suis fait choper alors. C'est un coup de poker. Hein. Ça a sûrement un coup de poker. Mais il me semblait avoir vu un truc aussi sur quelqu'un qui aurait parié gros sur Harris. Ça me rappelle un petit peu la loterie américaine où les mecs avaient joué un tiers des numéros. Ah ouais. Ils avaient acheté suffisamment de billets pour jouer un tiers des numéros possibles. Donc ils avaient une chance sur 3 de gagner le pactole. Ils ont gagné oui, ils ont gagné. Ils avaient une chance sur 3 de doubler leur mise et ils avaient 2 chances sur 3 de tout perdre. Ouais, putain. Et la série de numéros qui est sortie, ils l'avaient quoi. Ils l'avaient. Donc ils ont pu doubler leur mise. C'est un peu bourrin, mais ouais. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça. C'est absolument légal, c'est juste que de manière générale, en fait, le montant à gagner est toujours strictement inférieur et de loin au coût qu'il faudrait pour jouer tous les numéros. Ouais. Parce que sinon, ce serait une solution de facilité, effectivement. Si j'ai une chance sur 1 million de gagner un jeu avec une série de numéros, et que donc ça me coûterait... si chaque billet est à 1 euro, il me faut donc 1 million d'euros pour jouer tous les numéros. S'il y a 10 millions d'euros à gagner, je sors forcément gagnant. Il faut juste que je sorte 1 million là maintenant. Et je suis absolument certain de gagner 10 millions. Je n'aurais même d'ailleurs aucune difficulté à trouver un... Alors, excusez-moi, je vous ai coupé on a digressé on a un peu digressé, c'est pas très grave. On a digressé un petit peu parce qu'à la base on parlait des instituts de sondage, mais l'institut de sondage qui s'était démarqué à la fois sur l'élection précédente, donc l'élection de 2020, mais également sur l'élection de 2016, c'est un organisme qui s'appelle Rasmussen. Ah oui, ouais. Et donc, c'était l'un des rares instituts à donner Trump gagnant en 2016. Oui, mais également à produire un résultat très proche pour 2020 et annonçant que non, Trump ne serait pas reconduit, Biden allait l'emporter de justesse. Ce qui s'est passé, quoi. Ce qui s'est passé. Et donc, et on en revient encore une fois à The American Dream, hein, qui est celui qui en avait parlé, un petit peu le spécialiste FR du moment hein, sur le sujet des élections américaines. Les US, il détaillait de manière globale la méthode de Rasmussen et ça paraissait tout à fait... parce que eux, de base, ils font aussi des sondages pour les entreprises ou quoi qui veulent avoir des infos. Ils sont principalement orientés sur les études de marché. Ouais, c'est ça. Donc eux, ils s'en foutent un peu, ils veulent juste un truc... En fait, ils ont plutôt intérêt à avoir un truc fiable, parce que derrière, les entreprises qui vont venir vers eux pour avoir des études de marché, c'est ça. En fait, ils sont là pour faire une démonstration de compétences. Ils n'ont rien à gagner à faire des sondages sur les résultats des élections américaines. En revanche, s'ils ont un résultat en fait, qui est très proche de la réalité, des résultats qu'on peut attendre, ça leur fait en fait un coup de pub monstrueux. Et ça leur permet après d'être crédibles pour vendre des études de marché. Donc ils ont tout intérêt. Ouais. Et actuellement, Rasmussen donne en fait Trump gagnant avec 2 à 4 points d'avance. De beaucoup ou... Ok, d'accord. On serait entre 52 et 56%. Ok, ouais. Des grands électeurs. Pas du vote. Oui, parce qu'en plus, c'est toujours pareil. Il y a le vote national et les grands électeurs. Ouais, c'est pas la même chose, effectivement. Parce que justement, je crois que
Ouais, Harris est un peu en moins bonne situation dans les États clés, donc les swing states. Alors, j'ai plus les noms des États, mais c'est Je les connais pas par la cœur. Je Pennsylvanie. sais Je sais qu'il y a plus. Alors, la Pennsylvanie, c'est possible. Je sais qu'il y a le Nebraska. Je sais qu'il y a Ouais, la Floride. bah, la Floride maintenant, elle est passée républicaine, non? Ou elle est toujours considérée comme swing state? Elle est toujours considérée swing state, mais Ok. dans les faits, le gouverneur actuel de Floride, si je ne Ouais, m'abuse, est un c'est quand même républicain plutôt. et il a une popularité absolument démentielle. Ouais, donc ouais, là je vois la Pennsylvanie qui est citée. Je sais pas les autres. Mais c'est Mais ouais. l'occasion de le rappeler, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas, mais les élections américaines pour la présidence, ce ne sont pas des élections à suffrage universel direct. Oui. Ce sont des élections à suffrage universel indirect. Il y a l'expression lors de l'Election Day d'un vote populaire qui définit un petit peu une carte des électeurs. Et ce sont les grands électeurs qui doivent ensuite. Ah, je crois qu'il a encore, il a encore fait une mauvaise manip, je crois. Sinon, j'ai la liste des États qui sont des swing states. En tout cas, qui étaient des swing states en 2020. C'est Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie. Et du coup, en 2020, tout s'était passé côté démocrate, sauf Caroline du Nord. Et donc forcément, ça va avantager Joe Biden. Mais ils mettent même plus la Floride en swing state maintenant. Pardon. Ouais. T'as encore fait une Et mauvaise oui, manip ou? parce qu'en fait, j'ai 9 onglets ouverts et en fait, j'arrête pas de les manipuler et je fais n'importe quoi. Je comprends. Je ne sais plus où j'en étais. J'étais sur le fait que c'était un suffrage universel indirect. Ah oui, et que donc les grands électeurs, qui sont nommés par les partis, doivent normalement respecter le vote populaire. Oui, ils sont pas obligés. Enfin, Il y a des ils sont pas obligés. cas exceptionnels de grands électeurs infidèles, pour un certain nombre de raisons. Et ce n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire américaine que Ouais. les grands électeurs infidèles fassent basculer une élection. C'est arrivé une fois. C'est pas la fois où au final ils ont magouillé ou je confonds? Non, ça serait arrivé une fois, ouais. Non, je confonds. C'est OK. très vieux, hein. De mémoire, Ouais. ça doit dater du début du 19e siècle. OK. Je crois que c'est dans les années 1830. Ouais, non, maintenant c'est pas ce n'est plus le cas, je crois. Ça a d'ailleurs imposé une réforme constitutionnelle aux États-Unis OK, oui, pour OK. éviter ce genre de carabistoïde. Ouais, bah, du coup, en tout cas, ça sera les États qu'il va falloir, surveiller, ça va être les swing states, a priori. Et ouais. Et sinon, ouais, ce que j'avais noté sur la campagne de Harris, sauf si tu avais d'autres choses, sur le fonctionnement, des élections ou quoi, d'autres choses à rajouter. C'était, ouais, maintenant, alors ce qui est sorti un peu aujourd'hui, là, récemment, il y a encore une accusation de viol pour Trump et aussi il y aurait, Trump, c'est Hitler 2.0. Bon, je sais pas si, avec ça, c'est une bonne stratégie de partir sur Ouais. Trump égale Hitler, en 2024, Bah, ça marchera toujours chez les plus gros woke, en fait. ouais, mais ceux qui vont Mais, déjà mais voter démocrate, mais donc de c'est toute pas. façon, ils sont déjà convaincus. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est En fait, pour ça que je vois ça pas, n'affecte pas le vote. à 5 jours de enfin, pas à 5 jours, à 10 jours du vote, je suis pas sûr que. Pour gagner des points, il faut essayer de convaincre les indécis et les indépendants. Ouais. On dirait qu'ils veulent pas essayer de convaincre, qu'ils veulent, tu sais, ils sortent, du Barack Obama ou du Trump égale Hitler, mais pour l'instant, je vois pas qu'est-ce qu'ils font pour essayer de convaincre les indécis, notamment dans les États clés, quoi. Bah, Je sais pas. c'est pas une stratégie. Eh C'est ben, je vraiment pas une crois stratégie que quand on est un indépendant je d'essayer crois que leur de. dernière, excuse-moi, Oui, pardon. vas-y, Ludwig. Ouais, vas-y. Je disais, je crois que leur dernière stratégie, malheureusement, hein, enfin, malheureusement pour le camp démocrate, je crois que leur dernière stratégie, ça a été d'envoyer Kamala Harris à Fox News pour essayer d'aller gratter le peu de républicains qui pourraient être Ah indécis. oui, OK. Et ça a été, je Une crois que cata, quoi. ouais, c'était une cata, quoi. C'est la dernière stratégie qu'ils ont tenue, c'était celle-là. Euh, OK, ouais. Trump avait quelque chose
En 2020, il sortait du bilan de 2016 et il y avait quelques reproches à faire sur son mandat. Il avait une politique qui n'était pas non plus complètement réussie. Ouais, j'ai noté des Là, trucs d'ailleurs, mais ouais. ils viennent de passer par 4 ans de Biden. Ils se sont rendus compte qu'il y avait eu. C'était pire. Ouais, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pire. Et même si, à titre personnel, je suis pas un fanatique de Trump, je pense que si on compare sur beaucoup de sujets, je fais un petit parallèle avec ce dont je vais parler tout à l'heure, mais je sais que par exemple, beaucoup d'Américains, en proportion, je crois que c'est 20%, quelque chose comme ça, des Américains qui sont détenteurs de crypto-monnaies. Aujourd'hui, Ouais, quand même. il y a des gros acteurs, notamment BlackRock, qui viennent et qui passent, qui permettent d'utiliser donc des ETF. Je reviendrai plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais Yes. c'est un enjeu. C'est un enjeu, les crypto-monnaies. Et Biden a essayé de rétro-pédaler un petit peu en supprimant, mettant son veto sur des lois, sur des choses qu'il avait mal fait. Mais il y a énormément de sujets où ils se sont tirés des balles dans le pied très tôt, quoi. Très tôt. Ouais, on en a un petit peu parlé dans la vidéo sur Bitcoin et politique. Et ouais, effectivement, à la fin, on a un peu parlé du positionnement de chaque candidat et chaque camp. Parce qu'entre Biden et Harris, c'est pas forcément la même chose. Mais ouais, là-dessus, ils rétropédalent, puis finalement oui, puis finalement non. Il y a eu une tentative côté démocrate de faire c'était quoi les cryptos pour Harris ou je sais pas quoi, mais ça a floppé. Et je pense, je pense qu'aujourd'hui le candidat crypto, enfin de base le candidat crypto, je pense que c'est plutôt Kennedy, ouais, clairement. Et ensuite Trump, je pense. D'ailleurs, il me semble que, vous me dites si je dis une bêtise, mais de mémoire, Kennedy ne s'est pas positionné en faveur de Donald Trump. Alors, ouais, si. C'est un peu compliqué. Alors finalement, il l'a rejoint. Totalement. Ça a été assez compliqué. Alors oui et non. En fait, il a retiré sa candidature à la présidence dans un certain nombre d'États. Ouais. Je crois que c'est même pas ça. Auquel il pouvait y prétendre, sachant qu'il était assez proche de pouvoir se présenter à la présidence dans l'ensemble des États. Ok, parce que je sais qu'après il y avait une histoire. Il reste candidat dans un certain nombre d'États où il est absolument en fait certain de se rapprocher des 5%. Il me semble que c'est 5%. Ouais, parce que pour le remboursement de ses frais de campagne. Ouais, parce que de toute façon, il y a des candidats, il y a des États où il n'a pas pu se présenter. On est d'accord, genre à New York. Robert Kennedy Jr. n'aime pas particulièrement Trump. Ouais, je crois que. Parce que Robert Kennedy Jr., il est plus à gauche qu'un national-conservateur et il est plus autoritaire. Oui, sur la santé et tout. Il se rapproche davantage en fait des démocrates entre guillemets historiques, c'est-à-dire des années 50 à 60. Ouais. Okay. Donc Robert Kennedy n'aime pas les républicains, mais il déteste le camp Harris jusqu'au très fond de son âme ce que sont les démocrates aujourd'hui. Bien sûr. Okay. Et donc, il se rallie à Trump dans tous les États dans lesquels il n'est pas candidat. En qualité d'indépendant, il incite son électorat voter pour Trump quand il est pas candidat, à reporter son vote sur Trump. Et c'est une décision, par ailleurs, qui a été très bien accueillie dans son électorat. Ok, j'avais pas cette info de... Ok, donc ça a été quand même bien accueilli dans son électorat. Ok. Parce qu'en plus, il y a des États où c'est carrément les démocrates qui l'ont, je crois, empêché de pouvoir se présenter, non? C'est pas ça? Oui, il y a eu Ils s'aiment vraiment pas, quoi. Conspiration des démocrates. Pour pas qu'ils se présentent, quoi. Le jeu des cartes habituel de la politique. Pour l'empêcher de se présenter, mettre des bâtons dans les roues. De mettre Kamala Harris à la place de Kennedy. La stratégie paraît très bonne. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre. Je suis pas certain qu'ils auraient justement essayé de mettre. Il est peut-être trop considéré comme un peu complotiste ou quoi pour le Parti démocrate. Il est pas assez sur la ligne démocrate. Ouais. Okay. D'aujourd'hui. Ouais. La ligne démocrate d'aujourd'hui, en tout cas. Ouais, parce que par exemple, sur le système de santé, il est clairement comme la ligne de démocrate, je pense. Parce qu'il lui, il est pour un État-providence assez important, il me semble. Kennedy est un étatiste convaincu. Oui, clairement. Les seuls points positifs que je trouve personnellement à ses points de vue, c'est qu'en fait, il est anti-deep state. Ouais, et je crois qu'il est quand même contre la Banque centrale, si je dis pas de bêtises. Non?
Je vais peut-être inventer. C'est Il me possible. semble qu'il avait. Non, il me semble qu'il est assez critique vis-à-vis de la Ouais, et que même il avait rencontré Ron Paul et sur ce sujet, je pense. Ça me dit un truc. Je veux pas dire de bêtises, mais. Ça fait partie des rares figures de la politique de gauche américaine capables de discuter en bonne intelligence avec un libertarien comme Ron Paul. Et ça, c'est déjà saluable. Faudrait qu'on fasse un sujet sur le cas Ron Paul. Oui, clairement. Mais du coup, en Il me fait, semble que je l'avais noté. du coup, en fait, la question, enfin le truc qu'on voulait, le sujet qu'on voulait aborder, c'était est-ce que en tant que libéral ou libertarien, on devrait se positionner pour Trump ou non, en fait, c'est un peu ça. Est-ce qu'on doit le soutenir ou non? Bon, bien sûr, on est en France, donc ça, c'est comme en cours, on est d'accord. Mais imaginons on est aux États-Unis, ou juste d'un point de vue libéral ou libertarien, est-ce que c'est logique ou normal de soutenir Trump ou au contraire, non? Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai des arguments pour et contre, on va dire, entre guillemets. Mais C'est vrai que c'est une question qui est extrêmement difficile. ouais. De manière générale, le Trump est celui des deux qui est le plus populaire auprès des libertariens US. De manière générale, il y a un principe en fait de vote utile. C'est-à-dire qu'il y a deux candidats qui sont sur des lignes qui sont complètement différentes des libertarianisme. Il y a deux choix possibles. Soit tu refuses de voter, tu refuses de participer au système. C'est une ligne, anarchiste traditionnelle, qu'on retrouve également chez Laurent Vida, qui nous dit que ça sert à rien de mettre votre feuille de PQ dans la boîte à caca, que c'est des conneries et qu'il faut surtout refuser de participer à ce système-là. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans une logique de vote utile. Donc, entre N candidats, surtout s'ils sont que deux, on va toujours avoir tendance à choisir ce qui est le plus proche en fait de la ligne sur le combat politique. Ce qui est le plus susceptible en fait d'avoir un vecteur favorable. Ouais. Donc, en tant que libertarien, on a toujours tendance à vouloir voter pour le candidat qui est le moins autoritaire, le moins étatiste, et qui économiquement est le moins à gauche. Oui. De plus, Trump, il a fait plusieurs fois preuve de velléité à l'égard du Deep State, des agences gouvernementales, particulièrement des bureaux fédéraux et de la Fed américaine. Ouais. Il a la prétention, contrairement à beaucoup d'autres républicains, il est vu comme étant en fait le républicain le plus libéral, de remuer la fourmilière. Actuellement, tu veux dire? Et de donner des coups de... Oui, à l'heure actuelle. Ah, parce que, oui, okay. Et de donner des coups de marteau sur les saloperies qui dépassent. Ouais, parce que... Alors, du coup, ce serait plutôt Vivek, le plus libéral ou libertarien, mais ouais. Je vois ce que je veux dire. Je pense que le ralliement de Elon Musk également... Oui, c'est un argument pour... passe en conséquence. C'est vrai. Parce que Elon Musk, c'est quelqu'un qui joue perpétuellement entre une position de national-conservateur et de libertarien modéré. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a une ligne nationale libertarienne. Ce serait peut-être un petit peu exagéré. Ouais, mais il est vu comme tel, quoi. Mais il est très pro liberté individuelle, très pro liberté économique, sans pour autant codifier ses idées politiques. Ouais. Et il a une popularité certaine. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Et ouais, en fait, dans les c'est ça qui s'est passé avec Musk qui est très intéressant. C'est que les gens qui étaient adeptes de Musk, mais pas spécialement adeptes de Trump. Ouais, tu penses qu'il y a eu de... Aussi bien vécu, en fait, cette alliance, que ceux qui étaient adeptes de Trump, mais qui n'étaient pas spécialement adeptes de Musk. Ouais, tu penses? Les deux se sont très très bien reliés, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, oui, du coup, dans les arguments entre guillemets pour, il y a le fait que Trump, qui était venu
au comité national, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, au rendez-vous national des libertariens, avait promis de nommer des libertariens dans son gouvernement, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas s'il avait nommé des personnes, enfin, il avait sorti Il des avait noms, quoi. promis de mémoire de nommer au moins un libertarien, Ouais, c'est c'est-à-dire un ça. cadre du parti libertarien, à un de ses cabinets. Ok, je savais plus le truc exact, mais en C'est tête. pratiquement l'équivalent d'un rôle de ministre. Oui. Donc il y avait ça. Et il y a à la fois ça, et il y a aussi le fait qu'ils promettent, alors ça c'est arrivé un peu plus récemment, de nommer Musk Oui. à un espèce de secrétariat de réduction de l'État. Ouais, en gros, une audit des dépenses publiques C'est comme le voudrait Gave. Je crois que c'est C'est ça, audit des dépenses publiques et réduction de tout ce qui est estimé Fonctionnaire, non ouais. nécessaire. Alors, Donc, une réduction de l'emprise de l'État. pour la petite anecdote, il a promis d'appeler ça le Department of Government Efficiency. Si vous prenez les lettres de mon joli accent anglais, si vous prenez les lettres, ça vous donne DOGE, ça vous donne le Doge, c'est une crypto-monnaie dont Elon Musk est particulièrement fan. Non, mais putain, mais je l'avais même pas relevé, quoi. Putain, ça fait Doge, quoi. Je vous jure que c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Il était particulièrement. J'aurais tellement dû acheter du Dogecoin quand il a commencé à en faire la pub. Ouais. Pareil. Alors, le Dogecoin, si vous voulez, c'est un. Mais enfin, c'est pas une crypto-monnaie qui repose sur beaucoup de technologie derrière ou quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Il s'est pointé avec le t-shirt, ils en ont fait des t-shirts de partout. Voilà. Donc, c'est pour, au moins, si vous voulez, même, ils ont quand même le sens de l'humour et ça, c'est assez agréable. Ouais, ça peut marcher, effectivement. Et oui, du coup, il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu'il avait annoncé vouloir libérer Russell Bricht. Pour pas mal de libertariens, c'est important. Alors, je ne connais pas le personnage. C'est la première fois que j'entends ce nom. Ouais, alors Russell Bricht, il avait créé le site Silk Road. En gros, la route de la soie. C'était en gros un site sur le dark web qui permettait d'acheter essentiellement de la drogue, pas que, mais je crois qu'on pouvait acheter des armes au début, puis ils l'ont enlevé. Mais en gros, tu pouvais acheter de la drogue via crypto-monnaie, via Bitcoin. Je crois qu'il n'y avait que Bitcoin. En tout cas, c'était surtout Bitcoin. Ouais, en plus, c'est vieux, hein, en plus. Ouais, donc, vieux. C'est début des années 2010. Hein. Donc, on est vraiment sur le. On est vraiment sur une. C'était une prouesse à l'époque. Il avait fait un site tout seul. Ouais, alors que le mec était même pas dev de base. Hein. Il a appris sur le tas. Mais il a eu des problèmes d'ailleurs pour former le site, en fait, parce que autant il aimait l'idée de la création, etc., autant le coder, ça lui a pas du tout plu, ça lui a pris beaucoup de temps. Ouais, c'était pas son métier, c'était pas ses compétences. C'est ça, ouais. Et après, ouais, du coup, en plus, il a fait confiance à des mecs parce qu'il était présent sur le forum, j'imagine le forum du site, un truc comme ça. Et il a fait confiance à des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées. Et je crois qu'il s'est fait voler des cryptos. Et bref, et aussi, c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. C'est par un mec, en gros, c'était un agent. Je sais pas si c'était le FBI ou quoi, mais un agent fédéral. C'était un agent infiltré, c'est ça. Ouais, c'est ça, qui s'est infiltré et ils l'ont chopé, je crois. Je crois qu'après aussi, il était genre dans une bibliothèque publique, tu vois. Ouais. Il était sur son PC et c'est comme ça qu'ils l'ont chopé, quoi. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est même un peu plus vicieux que ça. Ils ont d'abord été chercher une des personnes à qui Russell Bricht faisait confiance. Ils l'ont arrêté parce qu'ils ont réussi à trouver son identité. Et après avoir trouvé son identité, ils se sont servis de lui pour pouvoir atteindre le Bricht, en fait. Ah oui, ok. Et voilà. Donc, c'est en utilisant le compte de ce mec-là, après l'avoir après l'avoir arrêté, hein, tout simplement. Ouais. Ils ont réussi à le retourner contre ce Bricht. Ok. Voilà. Super. Il y a plein de reportages super top qui ont été faits sur l'affaire. Oui. Je vous conseille d'ailleurs, c'est vraiment super intéressant. Fan de ouais, c'est sûr. Ouais, ça, faudra faire une vidéo sur lui d'ailleurs. Ça peut être sympa. Intéressant. Mais du coup, ouais, il est encore en tôle et du coup, alors Kennedy aussi en a parlé de le libérer et du coup Donald Trump. Donc c'est surtout pour plaire à un électorat libertarien, hein, on va pas se le cacher. Oui, et pas que libertarien, aussi bitcoiners de manière générale, on va dire. Alors ça, il avait annoncé, je pense, quand il avait fait la conférence Bitcoin, je pense.
Bitcoin Nevada, non, je sais plus. Si c'est ça, Nevada. J'ai mangé le nom. Non, pas Nevada. Non, Je sais plus. Nashville, peut-être. j'ai mangé le nom. Honnêtement, j'ai mangé. Nashville, c'est en Tennessee. Ouais, mais je sais plus. Pour moi, il y a un N quelque part. Il avait, en gros, la grosse conférence Bitcoin aux États-Unis. Je crois que donc il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus? Oui, alors au niveau de son vice-président, il n'a pas nommé. Moi, j'étais un peu déçu qu'il nomme pas Vivek, parce que quand tu es libéral ou libertarien, je pense que Vivek, il avait un peu ce côté-là. Lui-même se disait être pro-Hayek. Je pense qu'il a même été libertarien, parce que je crois qu'il y avait une histoire comme quoi, quand il était étudiant, il faisait des raps libertariens, je sais pas quoi. Mais il fait quand même partie de l'équipe, notamment, on l'a vu sur des campus américains, aller débattre avec des gens. Ça, c'est assez marrant parce que il y a plein de vidéos de Vivek qui va avoir des opposants, enfin des mecs qui viennent pour militer contre lui, enfin contre Donald Trump. Et il va aller voir, il va discuter avec, et ça se passe bien, quoi. Enfin, je trouve que la démarche est louable en tout cas. Mais c'est pas lui qui a été nommé futur vice-président entre guillemets. Enfin, en tout cas, dans le ticket, quoi, dans le duo, je sais pas comment on appelle ça. C'est plutôt JD Vance qui, alors lui, je sais pas trop. Des fois, on dirait que c'est un peu un socialiste de droite, mais en même temps, il serait un petit peu apprécié par Peter Thiel et notamment, je crois qu'il aurait été proche, en tout cas, influencé par Curtis Yarvin. Donc a priori, il est plutôt libéral, mais voilà. Sur lui, je sais pas trop quoi penser. Il y a globalement sur les côtés pour ou contre sur Donald Trump en tant que libertarien, on a fait pas mal le tour. Enfin, sur les côtés contre, non, j'avais quand même noté 2-3 trucs. Il y a le fait que Trump, quand même, il est de base protectionniste, voire nationaliste, on va dire, et en tout cas étatiste, et que malgré le fait qu'il a fait des baisses d'impôts, ça n'a pas été compensé à l'époque, quand il était en 2016, quoi, quand il a été élu. Ça n'a pas été compensé par des baisses de dépenses étatiques, ce qui a augmenté la dette publique. Alors certes, il n'a pas augmenté comme Harris, par exemple, mais c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, entre guillemets. Et oui, voilà. C'était juste pour dire ce qu'on a fait. On a dit les avis pour, en gros, enfin les arguments pour Trump, les arguments contre, il faut quand même aussi en parler. Parce que voilà, Donald Trump n'est pas un libertarien, loin de là, mais c'est peut-être le moins pire. On peut le voir comme ça, en tout cas. J'ai de plus en plus l'impression, en fait, que c'est un républicain, un national-conservateur, en fait, qui a manqué d'exposition aux idées libertariennes. Ouais. Parce que à chaque fois que récemment il y a été exposé, il a l'air d'écouter ça avec une certaine attention. Bah, il se dit qu'il est face à des idées qui sont pas délirantes, qu'il y a une convergence d'intérêts. Aussi, ouais. Et que même si les libertariens représentent, c'est une bonne question, combien est-ce que les libertariens représentent en termes de vote ou en termes de... aux États-Unis? Non, en termes de population de la société américaine, ouais. qui s'identifie comme libertarienne élevé, de près ou de loin. Je crois que les idées sont assez... Moi, je pense que c'est assez élevé. Ouais. Hein. Je pense que... Alors, c'est moins élevé en Californie et dans l'État de New York ou dans le Maine. Quoi, c'est du Sud ou dans le Ouest. Alors ça, c'est une autre question. Ouais, mais oui, je sais. C'est le passage à droite de la Silicon Valley. Ouais. C'est-à-dire le phénomène néo-réactionnaire. Hein. Tu parlais tout à l'heure de Curtis Yarvin. Oui. Peter Thiel. Curtis Yarvin, il me semble qu'à la base, c'est un blogueur. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui écrit des articles dans son coin. Mais c'est un mec dont les articles écrits dans son coin sur un petit blog touchent les personnalités politiques et financières les plus importantes du monde. En fait. Ouais, avec aussi le mouvement. Alors, je sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo de la vague néo-réactionnaire, c'est pas un fantasme. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se profiler dans les sphères du pouvoir américain. Oui, et notamment, il y a un mouvement dans la Silicon Valley un peu transhumaniste. Alors, j'ai plus le terme exact. C'est par rapport à l'extropie. La transistasie. Non, mais c'est les extropistes, mais eux, c'est lié, c'est lié aux néo-réactionnaires. Hein. Mais notamment, si vous regardez la chaîne de Money Radar Crypto, il y a la dernière vidéo, en tout cas, je l'ai vue aujourd'hui, donc je pense que c'est la dernière.
qui en parlent de ce mouvement-là par rapport à Bitcoin, parce que c'est le sujet de leur chaîne. Mais du coup, ouais, ils parlent de Peter Thiel. Effectivement, leur dernière vidéo s'intitule Extropien, C'est ça, la les secte extropiens, ouais. transhumaniste qui a créé Bitcoin, révélation. Ouais, alors ils l'ont pas créé, mais effectivement, le créateur de Bitcoin aurait en tout cas diffusé dans des listes de cette secte, enfin, c'est pas une secte, mais en tout cas de ce courant de pensée. En gros, les extro... Attends, comment on dit extropistes extropiens en français, ouais. En gros, les extropiens, donc qui sont des gens de la Silicon Valley. En plus, il y a des têtes, hein, il y a des mecs, c'est des chercheurs de renommée qui ont travaillé. Un mec qui a travaillé, j'ai plus le nom, qui a travaillé pour la défense nationale américaine, qui a travaillé dans des grosses, enfin dans le domaine de l'intelligence artificielle, etc. Donc une grosse pointure, hein, vraiment. Et donc ce mec-là en fait partie, et plein d'autres dans la Silicon Valley. Et donc dans leur liste de diffusion, il y avait donc les premiers, le white paper de Bitcoin, et je pense aussi qu'il y avait Yarvin, quoi, entre autres. C'est lié, donc, quoi. Enfin, ça m'étonne pas parce que le principe des crypto-monnaies repose repose en grande partie sur ce qu'on appelle la cryptographie. Ouais, les crypto-anarchistes. C'est vraiment ce qu'on appelle les cypherpunks, quoi. Exactement. Voilà. Donc c'est quand même c'est des petits génies de la cryptographie à la base, quoi. C'est ça. C'est très 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 pointu. Moi, je trouve ça passionnant. Hein. Je sais que ça peut paraître chinois. Je vous conseille la vidéo. Alors, elle n'est pas très longue. Elle explique un petit peu. Elle va pas en profondeur sur les extropiens, mais il parle de Tim May. En gros, il parle du lien avec ce transhumanisme-là, de ces gens de la Silicon Valley, et on va dire, les cypherpunks, donc la crypto, et aussi un petit peu, il parle un petit peu aussi des libertariens, parce que Peter Thiel, c'est un peu un pont entre les trois, je pense, Peter Thiel. Mais c'est quand même un libertarien. Voilà, c'est un peu le lien entre tout ça, qui est discuté dans la vidéo de crypto, de Money Radar Crypto, pardon. Voilà, je la conseille. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la visionner, mais alors de manière générale, j'aime beaucoup le média Money Radar. Ouais. À la fois la chaîne YouTube et leur Twitter, ouais. Le site internet. Ah, il y a un site. En fait, moi, je les suivais que sur Twitter à la base. Je savais pas qu'ils avaient une chaîne. Hein. Le Twitter, en fait, je le suis, mais je ne le trouve pas particulièrement intéressant. Ok. Mais à la fois la vulgarisation et l'actualité sur leur chaîne YouTube et les revues comparatives sur leur site, notamment pour comparer les brokers, les courtiers en métaux précieux, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant pour les gens en fait qui sont complètement néophytes, comme moi. Ok, j'ai pas jamais trop regardé leur site. Enfin, jamais regardé leur site tout court même. Je jetterai un coup d'œil. De toute façon, on peut peut-être enchaîner sur le sujet Bitcoin crypto et bourse, si vous voulez. J'attends de Ludwig qu'il nous parle de deux choses. La première, sous réserve qu'il en ait entendu parler, je voudrais savoir s'il a un point de vue sur la volonté du gouvernement indien de réglementer l'usage des crypto-monnaies, notamment en essayant d'attirer des investisseurs sur des monnaies numériques adossées à des monnaies fiat, MDR. Alors, juste question. Non, vas-y, juste un instant. Sur la deuxième partie que j'aimerais que tu abordes, tu les feras reliés ou non selon comment tu l'envisages. J'aimerais également que tu exprimes un avis, si tu en as un, sur l'évolution des crypto-monnaies avec l'architecture que promet de fournir Cardano. Je pense que le terme te parle. Oui. Alors, je vais passer assez rapidement sur Cardano. C'est un projet sur lequel je ne me suis pas exposé. Je n'ai pas spécialement d'avis dessus. Je ne vois pas ce que Cardano pourrait apporter de plus en réalité
que certains projets qui sont déjà existants. C'est mon avis. Je sais que beaucoup envoient un projet révolutionnaire. Personnellement, je ne pense pas. Je sais que le directeur le PDG de Cardano a fait des déclarations assez chocs, notamment sur un autre projet qui s'appelle Ethereum. Mais je ne crois pas que le projet Cardano ait les fondamentaux et la liquidité aussi pour aller complètement ce qu'on appelle flipper le Bitcoin ou même l'Ethereum. Je ne crois pas que ce soit possible. Donc pour Cardano, je resterai là. Maintenant, concernant le gouvernement indien, alors je n'avais pas eu l'info, mais je ne crois pas. J'ai envoyé dans la conf. Je te remercie. Je ne crois pas que je voudrais poser une question. Est-ce que ta question concerne, parce que tu m'as posé une question sur les crypto-monnaies adossées à des monnaies fiat. Alors, il y a deux possibilités. En fait, il y a deux types de crypto-monnaies adossées à des monnaies fiat, et les deux sont sont assez différents. Tu vas avoir par exemple ce qu'on appelle les stablecoins. Là, ce sont des monnaies qui sont des monnaies numériques qui sont adossées en détenant 1 pour 1. C'est-à-dire que si je veux, admettons par exemple, de sortir un USDC, qui est un stablecoin de US dollar, je dois c'est par rapport à une monnaie, c'est ça. Voilà, je dois posséder un US dollar dans ma banque. Voilà. Donc l'USDC, c'est le stablecoin US dollar de Circle, qui est adossé à JP Morgan, la banque. JP Morgan, via Circle, quand ils vous donnent un USDC, ils ont, eux, pour backer cet USDC, un vrai dollar, enfin un dollar fiat plutôt, dans leur coffre. Voilà. C'est la règle. Maintenant, je pense que tu devais plutôt parler des monnaies de banque centrale, des monnaies numériques de banque centrale. Et, et là, on n'est plus dans l'usage de la crypto-monnaie telle qu'elle. On est vraiment sur de la monnaie numérique centralisée. Parce qu'après, les monnaies numériques, genre le SDT et tout, j'ai oublié le nom. Les stablecoins, ça reste centralisé, mais c'est plusieurs entreprises privées qui vont proposer leurs solutions centralisées, si je dis pas de bêtises. Exactement. Les deux plus connus, je t'ai cité Circle, l'USDC, tu viens de me citer l'USDT de Tether. Voilà. Oui, c'est l'autre, je ne savais plus lequel. Ouais. C'est ça, c'est deux entreprises. Ouais, c'est les deux gros, en gros, c'est deux entreprises privées qui proposent donc ces cryptos qui sont adossés au dollar. C'est ça. Et c'est des systèmes centralisés, c'est deux systèmes centralisés. Donc il y a quand même un marché libre, etc. Voilà. Par contre, après, il y a un autre système centralisé que sont les monnaies centrales des banques centrales. Voilà. Là, c'est centralisé, mais c'est encore pire que ça, c'est que c'est étatisé, quoi. Enfin, voilà. Là, je veux dire concrètement, il y avait eu un projet à un moment d'euro numérique, donc par la Banque centrale européenne, avec tout ce que ça comporte de centralisation, de pistage, etc., etc. Ouais, voilà. Alors beaucoup de libertariens meurent même dans la sphère Bitcoin, crypto. Je pense que c'est quand même pas vu d'un bon œil. Non. En tout cas, c'est pas le cas côté libertarien. C'est vrai que c'est très très mal vu. Surtout, en termes de contrôle possible avec. Typiquement, l'UE, s'ils voient qu'ils pourraient mettre en place peut-être plus facilement un passe carbone ou j'en sais rien, ce genre de trucs qu'ils pourraient faire. Ouais. Beaucoup plus facilement avec ça. À la limite, alors je sais pas ce que tu penses toi du coup des stablecoins. Alors si les stablecoins, elles sont utilisées pour sortir de la volatilité du marché. Ça veut dire que un Bitcoin, il faut voir à quel point ça peut être impressionnant. Bitcoin début 2023, fin 2022, c'est 15 à 16 000 $. Un an plus tard, c'est presque 50 000 $. Et ça vient toucher les 69 000 un an et demi après. Donc il faut être à l'aise avec cette volatilité-là. Et lorsque vous avez réalisé des profits sur vos investissements, que ce soit sur des projets plus petits ou même sur les crypto-monnaies les plus grosses, qui sont donc Bitcoin et Ethereum, vous avez peut-être envie de sortir de prendre des profits tout simplement et puis de sortir de cette volatilité-là. Et donc vous passez en stablecoin ou directement en monnaie fiat. Si vous voulez vraiment sortir l'argent sur vos comptes en banque. Là, par contre, il y a tout l'aspect où il faut déclarer aux impôts, etc.
Et du coup, ça pourrait être complémentaire. On a d'un côté nos cryptos type Bitcoin, et de l'autre côté un stablecoin. Ouais. Ça serait deux choses qui pourraient être utilisées de manière complémentaire. Eh ben, il y a une bonne stratégie qui consiste à vous avez acheté votre Bitcoin, il est monté, vous avez fait vos profits dessus, vous êtes passé en stablecoin pour sécuriser vos profits. Et ben, vous pouvez, un peu comme vous le feriez sur on va dire des livrets A sous stéroïdes, on va dire, vous pouvez stacker, donc placer et fixer, que ce soit sur des plateformes centralisées ou décentralisées, ces stablecoins pour en attendre un rendement. Quand vous allez aller sur vos plateformes centralisées, type Binance ou Kraken, vous fixez vous stackez donc ces stablecoins et vous pouvez espérer un rendement de 5% par an. Alors vous allez me dire oui, c'est pas énorme par rapport à ce que peut apporter les C'est crypto-monnaies, mieux qu'un livret A. mais c'est mieux qu'un livret A. Et si vous avez senti que c'était bon, vous aviez pris vos profits et vous pensez que le Bitcoin ne restera pas à ce prix-là indéfiniment et qu'il va retomber, et ben, vous avez sécurisé vos profits et en attendant la prochaine opportunité ou la prochaine grosse correction, vous pouvez faire travailler ces stablecoins via ces rendements-là. Voilà. En fait, alors, je sais pas si la comparaison se tient, mais ça pourrait être un petit peu comme en bourse où on a d'un côté les actions et de l'autre côté, par exemple, une obligation qui a un rendement plus faible, mais qui est plus stable, enfin qui est moins t'es sûr d'avoir ce rendement-là. C'est tout à fait ça. Je sais pas si la comparaison est pertinente parce je sais pas. Actuellement, alors tu vas me dire ce En que termes tu de en penses, stratégie, on va dire. mais j'ai l'impression que actuellement les crypto-monnaies se comportent non pas comme un actif, mais comme une réserve de valeur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, pas toutes. On va avoir une crypto-monnaie en particulier qui se comporte vraiment comme une réserve de valeur, et c'est Bitcoin, qui a vraiment cet aspect, parce que c'est la première, euh, parce que c'est la première hein, surtout, mais qui a cet aspect, oui, effectivement, réserve de valeur. Comme l'or, quoi. Enfin, Ouais, exactement. On va aller le chercher. Euh, pour être exact, en fait, quand il va y avoir des actifs, quand le Bitcoin, si vous voulez, va monter, il y a d'autres actifs qui vont perdre de la valeur. Et donc, ça peut être un refuge à un moment. Bitcoin est un excellent refuge contre l'inflation, si vous voulez, sur du long terme. Hein. Voilà. Mais ça peut ne pas être le cas sur la majorité des crypto-monnaies. Où là, il n'y a pas forcément une recherche de valeur, trop puisque volatile. ouais, c'est trop volatile et chaque crypto-monnaie a son utilité. Euh, Bitcoin a Bitcoin, le white paper de Bitcoin, donc le document original qui parle de Bitcoin, s'appelle Bitcoin, un système de paiement électronique en pair à pair. C'est un système de paiement électronique en pair à pair. Mais vous avez par exemple des crypto-monnaies, des jetons, des tokens de crypto-monnaies qui servent à avoir des pouvoirs de vote, par exemple, sur des blockchains ou sur des protocoles. Comme au Liberland, ce qu'ils veulent mettre en place au Liberland. Ouais, C'est ça, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Vous avez par exemple une plateforme qui est très connue pour faire de l'immobilier tokenisé qui s'appelle Realty. Donc, Ouais, j'ai entendu parler. Ouais. ils vont acheter des maisons, ils vont diviser ces maisons en 1000 tokens et vous pouvez en acheter un pour $50, ce qui fait que vous pouvez toucher des loyers à hauteur de ce que vous avez acheté comme token via Realty. Et ben Realty, pour pouvoir décider des différents protocoles et des différentes choses qui sont décidées sur la plateforme, ils ont créé le REG, donc le Realty. Euh, alors le E, je sais plus ce que c'est, mais le G, c'est évidemment gouvernance, qui permet d'avoir des pouvoirs de vote. Vous voyez, entre ce token-là et le Bitcoin, qui est vraiment un système de cash, et le Monero, par exemple, qui est aussi un système de cash qui lui est complètement anonymisé, et bien les projets sont radicalement différents. L'écosystème crypto-monnaie est extrêmement Très riche. différent. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc ça peut être, certaines, notamment le Bitcoin, sont des bonnes réserves de valeur, mais d'autres sont trop volatiles pour ça. Voilà. Ouais, je vois. Chacune a son utilité. Il y a aussi Kaspa qui se veut être l'équivalent de l'argent, enfin de C'est ça. l'argent Vous avez par par exemple, rapport à l'or. Ouais. si vous voulez un autre projet qui est un peu différent, qui s'appelle l'Ethereum. L'Ethereum, donc Ethereum, c'est une plateforme décentralisée. Le jeton Ethereum sert à payer les transactions sur la blockchain, si vous voulez. Comme le jeton Solana, en fait, qui est un Ethereum, qui se veut un Ethereum amélioré, en fait. Donc, la différence entre des jetons qui servent purement de moyen de paiement
des jetons qui servent d'échange sur la blockchain et des jetons de gouvernance. Tous les projets sont radicalement différents, quoi. Donc, il n'y a pas forcément pour moi, la seule réserve de valeur dans les crypto-monnaies, en tout cas, ça reste Bitcoin. Voilà. Si vous voulez, moi, je comptais faire un petit sujet que j'ai un petit peu préparé cette nuit. Ouais, clairement. Euh, C'est un peu notre faute. Hein. J'étais pas venu hier soir, je me suis dit, oula. Ouais, c'est carrément notre faute. Et donc, j'ai un peu passé. Je comptais vous faire rapidement petite présentation de ce que peut être une crypto-monnaie, surtout de la technologie qu'il y a derrière l'intégralité des crypto-monnaies, qui est vraiment ce qu'il y a d'intéressant en réalité. Et après, on brillait sur deux types d'analyses qui permettent de choisir les projets. Pour commencer, pour présenter un petit peu les crypto-monnaies. Derrière les crypto-monnaies, il y a une technologie qui est pour moi au moins aussi importante que l'IA, qui s'appelle la blockchain. C'est ça en fait qui est intéressant et c'est ça qu'utilise Bitcoin. Une blockchain, c'est la contraction et c'est le mélange de deux choses. C'est le mélange d'un registre distribué, donc tout le monde sait ce qu'est un registre. Voilà. Par exemple, si un restaurateur tient le compte de ses additions, il a un registre avec, voilà, à telle heure, telle personne a payé telle chose, avec tant de TVA, avec tant d'argent, etc., etc. Un registre distribué, c'est tout simplement un registre que tout le monde posséderait. Donc, elle va mélanger cette technologie-là, cette façon de faire-là, avec la cryptographie, comme je le disais tout à l'heure, qui est la science du secret, qui est la science de crypter des messages. Ça donne un système qui est complètement décentralisé puisqu'il permet de se passer de tiers de confiance. Si là, on est tous les trois dans le space, si on est, mettons qu'on soit 4 dans le space, donc tous les trois plus une autre personne, à chaque fois qu'une transaction va avoir lieu entre l'un d'entre nous, on va tous l'écrire sur une feuille. Et on va tous se regarder et à chaque fois, on va se dire, vous êtes tous d'accord, un tel a donné 10 euros à un tel. Et ensuite, on va valider cette transaction. Et ben, cette transaction, elle va être inscrite dans un bloc. 10 minutes plus tard, on va refaire une autre transaction, on va tous se regarder ensemble, on va tous se dire, vous voyez, on a refait une transaction de 10 euros qui va de un tel à un tel. Bon, ça va être un autre bloc. Et vous comprenez pourquoi ça s'appelle une blockchain. C'est-à-dire que c'est tout simplement une chaîne de blocs et chaque bloc contient, pour Bitcoin, par exemple, 10 minutes de toutes les transactions qui sont faites en Bitcoin. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'explication de la blockchain parce qu'après on pourra aller plus loin, expliquer ce que c'est qu'un hash, comment on relie les blocs entre eux, etc. Mais c'est un bon résumé. Ouais. J'essaye de faire le plus simple possible parce que je sais que si ça peut être écouté par des débutants, je pense que potentiellement ça peut être relativement assez poussé déjà. Si certaines personnes veulent continuer, il y a la possibilité de trouver rapidement ou d'explorer plus tard dans une autre chronique peut-être. Ouais, carrément. Je vais boire un petit coup d'eau, excusez-moi, pour faire un petit parallèle qui pourrait être entre les crypto-monnaies et qui peut être utilisé pour la bourse aussi d'ailleurs. Vous avez deux types d'analyse pour analyser les projets. Vous avez deux grandes écoles qui s'affrontent et qui vont vous donner deux types d'investisseurs et deux types de vision de ça qui sont complètement différentes. Vous avez d'un côté l'analyse fondamentale et de l'autre côté l'analyse technique. Quand on va parler d'analyse fondamentale, on va plutôt s'imaginer un investisseur bon père de famille, quelqu'un qui va chercher en fait à comprendre et à dégager la valeur de quelque chose, donc d'une entreprise en bourse et d'une crypto-monnaie dans le milieu des crypto-monnaies, et qui va par des recherches chercher à trouver une valeur à ce projet. Ensuite, il va comparer cette valeur avec le prix qui est proposé par le marché. Il va déterminer ensuite, par rapport à ça, si l'entreprise est surévaluée, si la crypto-monnaie est sous-évaluée, ou qu'il l'achète à un prix relativement fair, on va dire. Donc ça, c'est pour l'analyse fondamentale. On en dégage une valeur en faisant des études qui sont soit quantitatives, soit qualitatives. Je reviendrai un peu plus en détail après là-dessus. Et en fonction du prix qui est proposé par le marché, on va choisir de se positionner ou non dessus. Si je vous propose,
pour vous faire un schéma simple, admettons que demain, je vous donne 2 maisons. Vous savez et vous avez étudié, elles sont identiques en tout point. Elles ont les mêmes fondations, elles sont dans le même quartier, tout va très bien, elles sont identiques en tout point. Mais il y en a une qui est à 150 000 € et l'autre qui est à 200 000. Vous prenez laquelle? Ouais, c'est la 150, quoi. Et voilà, tout simplement. Vous n'allez pas prendre celle à 200 000 parce que vous allez dire, c'est bizarre parce que pourquoi je paierais plus cher pour quelque chose qui a la même Mmh. valeur finalement. Donc ça, c'est pour l'analyse fondamentale. Euh, Quand vous partez sur de l'analyse technique, là, vous partez sur quelque chose de différent. Vous partez sur l'étude des chartes. Vous voyez, vous allez regarder le mouvement des prix, vous allez utiliser des indicateurs qui vont vous dire si oui ou non bon bah à partir de tel prix, il va y avoir un revirement de situation et puis là le prix va plutôt chuter. On va utiliser des indicateurs comme le MACD, le RSI, etc., etc. Chacune, Donc plus sur qu'est-ce que ça va me rapporter dans l'avenir, quoi. c'est ça. On va être plutôt sur du trading à court terme quand on va utiliser l'analyse technique. Voilà. Ok, oui, oui, oui. On va moins être sur un profil d'investisseur et plus sur un profil de trader. Euh, Ok, ouais. les deux ont leur avantage, les deux ont leur inconvénient. Quand on va parler davantage d'analyse fondamentale, euh, pour commencer par elle, parce que c'est plutôt moi mon profil, je vais pas vous mentir. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on a une vue qui est quand même relativement une vue globale du projet. Vous allez tout rechercher. Pour parler par exemple d'une crypto-monnaie, euh, euh, si vous voulez chercher et que vous voulez faire une analyse fondamentale, vous allez commencer par une analyse, donc on va dire, sur tout ce qui est qualitatif. C'est-à-dire que vous allez regarder par exemple, qui est l'équipe derrière le projet. Si c'est une Ouais. équipe D'accord. qui a monté plusieurs shitcoins, c'est monté, c'est redescendu, ils Ouais, sont fiers ça avec aussi. la pièce, vous allez vous Ouais. barrer. Si l'équipe est complètement anonymisée, que vous savez vraiment pas qui c'est, vous n'allez pas forcément investir sur le projet. L'exception à cette règle-là étant Bitcoin pour le coup. La qualité de l'idée. Okay, c'est quoi derrière le projet? Ah bah il y a absolument rien du tout en fait. C'est juste un meme ça va monter, ça va descendre. Euh, Mm. et après vous allez vous attaquer à quelque chose de plus quantitatif, des choses qui sont chiffrables. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme tokenomics, par exemple, pour une crypto-monnaie? Ça veut dire comment vont être libérés les jetons sur une blockchain. Si vous avez, par exemple, au bout d'un moment, 10 millions de jetons qui sont jetés sur une blockchain, vous avez une forte pression vendeuse, vous avez Ok. peu de pression acheteuse, le prix ne va pas forcément réagir comme vous l'aviez entendu. Donc ça, c'est analysé et ça, c'est chiffrable. Euh, D'accord. Donc ça, c'est pour l'analyse fondamentale. Ce qui est bien, c'est que ça vous donne donc cette vue globale. Euh, c'est honnêtement, sans vous mentir, c'est quand même pas non plus le truc le plus difficile. Je trouve ça plus difficile de faire ce que font les traders avec tous les indicateurs, avec toutes les chartes à utiliser. Je trouve, moi j'ai quand même du respect pour les traders parce que je les trouve très 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 forts, surtout quand ils ont des bons rendements. Euh, donc c'est moins difficile. Euh, le désavantage de cette méthode-là, c'est que honnêtement, euh, c'est pas celle qui vous fera gagner le plus à court terme Mm. et ça prend du temps. Ça prend beaucoup trop Ouais. de temps. Ça veut dire que quand vous allez vouloir investir sur une entreprise en bourse, vous allez chercher les rapports financiers et vous allez commencer à lire tout, pourquoi l'entreprise a fait telle fois. Vous allez commencer à regarder, voilà, les comptes de résultats, etc. Quand vous allez faire pour une crypto-monnaie, vous allez regarder le white paper. Un white paper, c'est en général, on va dire entre 15 et 30 pages. Ça peut être des textes qui sont très, 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 très difficiles à comprendre, notamment sur des crypto-monnaies qui touchent à l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, donc, vous n'allez pas pouvoir forcément optimiser autant que ça votre investissement. Pas autant, en tout cas, qu'une analyse technique. Mm. Euh, je vais passer à l'analyse technique. Maintenant, on va quand même parler des avantages de ça, parce qu'il y en a Les rendements. évidemment. Il y en a évidemment, même si elle est, elle a quand même un gros désavantage, c'est qu'elle est extrêmement difficile et que c'est un vrai, je pense que c'est un vrai métier d'être trader. Et que les mecs qui arrivent à faire ça ont des, ils ont des méthodologies ils ont des psychologies qui sont incroyables. Les mecs ne stressent pas. Ils sont sûrs et certains de leur système et ils bougent pas d'un pouce, quoi. Et c'est très, très impressionnant, quoi. Donc ça demande un certain sang-froid. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de trouver les retournements à court terme. Et vous allez pouvoir être très, très, très optimisé. Vous allez pouvoir essayer, en tout cas,
de timer le marché. Vous allez pouvoir vous dire, bon, bah voilà, moi je vais rentrer à $50 parce que je sais que il va y avoir un pump jusqu'à 100, il va y avoir un retournement, ça va redescendre à 80, je vais me replacer dessus et ça va remonter à 120. Il y a des mecs qui sont capables de faire ça. Donc, à court terme, ça vous permet de détecter tout ce que vous voulez comme retournement et en plus, ça vous permet aussi d'optimiser vos entrées. Et maintenant, concernant on va dire les désavantages, je reviens encore une fois, c'est très difficile, c'est dangereux, vous pouvez perdre assez rapidement, surtout si vous utilisez des effets de levier. On va pas se mentir, s'il n'y a pas de vision long terme, vous allez quand même rapidement vous pouvez rapidement vous faire sortir du marché, quoi. Parce que c'est tout Ouais. bête, on revient à l'analyse que je vous disais tout à l'heure, qui était sur les économies d'un jeton. Bah, vous avez pris votre trade, vous avez étudié votre chart, vous avez vu que ah bah là, ça allait monter, c'est obligé. Vous avez tous les indicateurs qui vous indiquent que ça va monter. Ouais, mais pile ce jour-là, en fait, il va y avoir 10 millions de tokens qui vont être libérés. Bah, ça va pas monter. Ça va pas monter, parce qu'il va y avoir tout le monde va vous lâcher vos tokens sur la tête, et puis bah, le prix va descendre. Ça va être comme ça. Donc ça, c'est un peu le gros défaut, en fait, de l'analyse technique. Mon avis Ouais, en personnel à gros, moi. ouais. Je sais, j'ai un ami d'amis qui, enfin, je le connais un peu, hein, qui, ouais, pareil, qui fait du trading comme ça de Ouais. crypto. Et genre, en fait, il m'a sorti des chiffres. Et en fait, il peut gagner énormément et perdre Ouais. énormément. Mais c'est hallucinant les chiffres Ouais. qu'il m'a sorti. Tu vois le sang-froid qu'il faut, quoi. Avec des Ah effets ouais, de non, mais levier, t'entends? ouais. Après, lui, c'est un malade, hein. Et le mec est pas con, hein. Le mec est vraiment pas con. Il s'est fait plein de thunes, mais des fois, il peut perdre du jour au lendemain 10 000 balles et le lendemain, en gagner Ouais, il 20 000 ou l'inverse, tu il vois. fait 30% annuel, mais il prend des moins 20% dans la gueule de temps en temps, quoi. Ah ouais, il prend des trucs de bâtard, hein. Mais par contre, il s'est fait, surtout au début, alors, surtout parce qu'au début, il montait des projets foireux. Comme tu disais tout à l'heure, le genre d'exemple à ne pas faire, bien sûr. Au début, il faisait ça. Après, là, il fait vraiment du trading et ouais, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je pourrais pas, c'est trop. Enfin, de toute façon, faut être, je pense, à fond tout le temps là-dessus, quoi. Se renseigner tout le temps. Ouais, ça C'est demande beaucoup d'investissement, je pense. Je veux dire, même en puis ça demande personnel, quoi. des heures. Ça demande des heures et des heures et des heures Ouais, devant des dans des courbes, courbes. devant des courbes et tout, des bougies, des machins. Moi, je sais qu'il y avait un collègue de moi qui était assez fort aussi là-dedans. Et pour te dire à quel point la psychologie est importante, tu sais ce qu'il faisait quand il était quand il prenait des trades, tu sais, normalement, les bougies sont rouges ou vertes. Et Ouais. rouge, ça descend, vert, ça monte, etc., etc. Lui, pour être complètement détaché émotionnellement de tout ce qu'il faisait, il avait mis les bougies en blanc. Ah bah en vrai, c'est pas bête, hein. Voilà. T'es plus rappelé que, en gros, quand ça tombe, c'est rouge, t'as perdu de l'argent ou quoi que ce soit. Non, juste, t'as juste des trucs qui montent, qui descendent. Toi, t'es purement sur tes. Puis tu utilises des courbes, des extensions de Fibonacci, des choses qui sont honnêtement, qui sont vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc, Ouais, il avait vraiment des outils mathématiques, moi, statistiques, j'imagine, un truc un peu poussé, quoi. ouais, mon avis à moi, c'est que, en fait, autant tu peux te passer de l'analyse technique et te contenter de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, elle peut exister sans analyse technique. Mais tu n'auras pas Ok. l'inverse, tu vois. Je ne crois pas que ce soit possible d'être très longtemps fort sans analyse fondamentale. Et dans l'idéal, tu arriverais à mixer un peu des deux. C'est-à-dire que tu arriverais D'accord. à utiliser une partie de l'analyse fondamentale pour choisir des bons projets, des choses solides, sur lesquelles tu es confortable de tenir longtemps. Et en même temps, tu n'hésiterais pas à utiliser un petit peu d'analyse technique, de regarder un petit peu la courbe des prix. Si demain, tu es Ouais. sûr et certain que ton projet est très bon et que tu veux te positionner dessus, s'il y a une grosse chute de prix, bah, pourquoi ne pas sortir un petit peu de ton projet si tu as l'habitude d'investir un petit peu chaque semaine et te dire, ah, mais attends, là, c'est une opportunité qui est quand même particulièrement intéressante, je vais me placer un peu plus dessus. Moi, c'est ce qui m'était arrivé quand il y avait eu la crypto-monnaie Solana, qui avait eu un ATH à 250 € en 2021. Fin Ok. 2022, après le crash de la plateforme STX, elle en valait, de mémoire, elle est tombée à 9 €, donc 10 ou 12 $. D'accord. Ouais. La chute est vertigineuse quand même. C'est Ouais, ça fait mal. un moins 90 pour tous ceux qui sont rentrés quand c'était au plus haut, quoi. C'est ça, c'est exactement ça.
Ça fait mal, ouais. Moi, je m'étais positionné sur Solana peu de temps après son atterrage, donc j'avais été, je crois que la première fois que j'en avais acheté, c'était aux alentours des 100 $. Donc même moi, tu vois, je veux dire, j'ai pris un dividende dans la T'es un tête, peu perdu, ouais. paf, tu vois, je suis tombé, je fais, pouah. Mais d'un autre côté, ça faisait partie des projets avec Ethereum et Bitcoin où je savais que c'était des projets solides et Ouais. j'y croyais, donc je me suis dit, mais attends, c'est trop bête, je veux dire, ça se trouve, j'aurais plus jamais l'occasion de racheter à ce prix-là. Et donc, pour le coup, ça, on peut considérer que c'est un petit peu de l'analyse technique, puisqu'il n'y a absolument rien de fondamental derrière, c'est juste de la courbe de prix. Je me suis juste dit, c'est une opportunité, je l'achète. Euh, et en fait, bah, j'en ai racheté à quelque chose comme 13 $, du Bitcoin à 15 000, à l'époque du fin fond du bear market, de l'Ethereum à, il était à combien déjà? 1002, 1003, je crois. Et tu vois, maintenant, c'est des crypto-monnaies qui sont montées à plus de 200 $, qui sont montées à plus de, Ethereum est à 2700 et Bitcoin tourne aux alentours des, entre 60 et 70 000 en ce moment, là. Il range depuis très longtemps. Et voilà. Donc, Ouais. l'idéal serait pour moi de mixer un petit peu des deux. Ça veut dire d'être capable de détecter les bons projets. Et en même temps, de ne pas hésiter quand vous voyez qu'il y a des bons projets qui n'ont rien changé à ce qu'ils sont, quand les chutent d'un coup, pas hésiter à se repositionner dessus et à en reprendre. Comme si c'était des soldes, finalement. Ok. Voilà. Après, pour, pour d'avoir fini un petit peu avec le côté investissement, il y a un aspect qui concerne en particulier les crypto-monnaies, qui est déjà technologique. C'est pour ça que je vous ai parlé de la blockchain tout à l'heure, parce que je pense sincèrement que c'est quelque chose de... Et la cryptographie, ouais, c'est intéressant quand même. Ouais. Et vous avez aussi donc le côté inverse, pour revenir à la, à la question de Slay, à l'inverse des monnaies de banque centrale, vous avez une crypto-monnaie qui ne sera jamais complètement interdit, parce que ça va être très compliqué d'interdire complètement les crypto-monnaies, étant donné que c'est mondial et que vous ne pouvez pas simplement éteindre le réseau. Il existera toujours des plateformes décentralisées, il existera toujours un moyen de s'en procurer en réalité. Vous avez la crypto-monnaie par exemple qui s'appelle Monero, qui est open Oui, c'est source, ça qui est anonyme. Ouais. ouais, qui est complètement anonyme et open source. Ça, L'open source, ouais. c'est fantastique. Et vous avez un site complètement légal, je précise, qui s'appelle Monero Market, que vous pouvez trouver sur le web complètement normal, qui vous permet d'acheter des appareils photo. Vous voulez vendre des choses sur le Bon Coin, mais enfin, c'est le Bon Coin, mais tout payé en monnaie. C'est une espèce de Le Bon Coin ou de Craigslist, mais uniquement en crypto-monnaie, quoi. C'est ça? Uniquement Que en Monero. ouais, que en Monero. Donc ça veut dire que l'avantage. Ah, ça fait pas ça. Ah, En fait, que dans la devise qu'émet le site Monero. c'est ça. Alors la particularité de la crypto-monnaie Monero, et elle a ça d'intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, en fait, Bitcoin n'est pas complètement anonyme, puisque vous Ouais, avez, c'est du pseudonymat, ouais. voilà, vous avez un registre public qui contient donc les informations. Ouais, putain. Vous avez l'adresse et vous avez le nombre de Bitcoin à chaque fois qui est envoyé de telle adresse à telle adresse. Monero, ils utilisent pour faire très simple, ils utilisent des adresses uniques, si vous voulez. Donc ce ne sera pas forcément réutilisé. Ah tiens, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Cryptomancien. Ah, je crois que je l'ai déjà vu passer Cryptomancien. Il y a une demande, j'ai pas vu. Ah oui. Alors, on va approuver, après on va pas non plus s'éterniser. Mais en tout cas, Monero, on en reparlera Ouais. pour une C'est prochaine fois. un projet que je trouve particulièrement intéressant et il va être banni. Ouais. Très difficile, ça va être de plus en plus difficile de s'en procurer, sauf sur les Bonsoir. centralisés. Et bonsoir. Bonsoir. Alors c'est incroyable quand j'arrive, ça parle de Monero, bah justement c'est ma technologie de prédilection. Je pense qu'il y a une espèce de karma chez les libertariens. On est comme ça, tu vois, c'est-à-dire que là ça parle de Monero, enfin dès que j'arrive là, ça parle de Monero. Je peux en parler pendant des heures si vous voulez comment ça fonctionne. En fait, il y a 3 mécanismes mathématiques pour masquer en fait la transaction. Il y a un mécanisme pour masquer l'envoyeur. Ça s'appelle les ring signatures. En fait, c'est-à-dire qu'on mélange sa clé publique avec d'autres clés publiques. Comme ça, un observateur extérieur, il ne peut pas savoir qui est le vrai signataire de la transaction. Il y a un autre mécanisme dont tu avais parlé, les adresses jetables, enfin des 6 adresses. C'est qu'à chaque fois, c'est une adresse unique pour éviter la redondance, parce que les flics, les inspecteurs, les agents des impôts, tout ça, en fait, ils ciblent les redondances. Ils observent une adresse et ils voient est-ce qu'elle a déjà été utilisée, d'où viennent les fonds, est-ce qu'il y a des patterns, tout ça. Ouais.
Donc à partir de là, on peut brouiller les pistes. Et un autre mécanisme qui est brouiller le montant. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire par exemple, j'ai 3 Monero, j'envoie un Monero à un copain. Donc normalement, ça devrait faire 3 moins 1, il devrait m'en rester 2. Voilà, comme ça se fait partout ailleurs. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai 3 Monero, j'envoie 3 Monero à tout le réseau, et le réseau me redistribue 2. Donc à la fin de l'opération, j'ai bien mes 2 Monero. C'est ça. Et ça se décompose en bloc, en fait. Ouais. Ok, super intéressant. Ben, de toute façon, je pense qu'on fera un prochain live où on parlera plus en détail de Monero, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai envoyé d'ailleurs le site, je crois que c'est celui-ci dont tu parlais, l'espèce de Le Bon Coin version Monero. C'est ça, Monero Market. Alors, en plus, Ouais. moi, j'avais trouvé ça fantastique parce que tu trouves absolument de tout. Il y a pas mal de trucs, hein. J'ai vu qu'il y avait, j'étais sur le cul, j'ai vu qu'il y avait un abonnement pour la plateforme chess.com. Pour jouer aux échecs. Ah ouais, là j'ai vu, il y a Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une chicha si vous voulez. Ouais, il y a tout. Non, mais tu peux tout trouver. C'est vraiment, c'est top. C'est d'ailleurs aujourd'hui, on parlait de Rothschild Bridge tout à l'heure, c'est ce qui a remplacé le Bitcoin sur les sites de... Un peu comme Silk Road, quoi. C'est ça. C'est un peu la même chose. Silk Road pour les Et c'est quand même sur le web public. Enfin, c'est pas sur le dark web. C'est ça qui est un peu étonnant, je trouve. Ouais, le Monero Market est sur le web public, quoi. Alors, il y a que des trucs entre guillemets légaux, c'est-à-dire qu'il y a pas on peut pas trouver de la bœuf, des trucs comme ça, quoi. Ouais, oui, voilà. C'est vrai que Silk Road, c'était aussi parce que c'était illégal, on va dire ce qu'il y a. Là, c'est pas le cas. Là, c'est que des trucs légaux. Du coup, c'est vous avez des fuites de données là qui ont été faites, il y a eu des cyberattaques sur Ornica, etc. Les mecs demandent des paiements en Monero. Pour vendre les bases de données, c'est des paiements. Ah bah oui. Ouais. Ok, bah super. Alors je sais pas s'il y avait vite fait d'autres questions avant de conclure le live, parce qu'il commence à être un peu tard. Je sais qu'Héraclès, tout à l'heure, tu avais peut-être une question ou quoi. J'avais une question d'un point de vue bancaire, fiscal. Comment ça se passe quand on achète parce que moi je pars, alors j'y connais rien, donc je préviens tout de suite. Comment ça se passe d'un point de vue légal et fiscal, on va dire, si on achète une crypto-monnaie, alors je sais pas, ça peut être du Bitcoin, du Monero ou quoi que ce soit, est-ce que l'État français peut voir, sait que j'ai par exemple de l'argent sous forme de crypto-monnaie X ou Y? Alors, il peut demander, ça dépend où tu as acheté cette crypto-monnaie. Ça dépend si tu l'as acheté sur une plateforme, ce qu'on appelle centralisée ou décentralisée. Les plateformes centralisées aujourd'hui, surtout celles qui ont ce qu'on appelle les PSAN, donc c'est des agréments, elles communiquent avec les institutions étatiques. Voilà. Donc, si tu les achètes sur des plateformes centralisées qui t'ont demandé un document qui s'appelle le KYC, le Know Your Customer, connaître votre client, et ben là, si jamais, par exemple, les plus connus étant Binance, Kraken, etc., si jamais l'administration fiscale demande à avoir les informations, ils les donneront. Maintenant, si tu les as achetés sur des plateformes décentralisées et que tu les as sortis et que tu les as inscrits sur ce qu'on appelle un cold wallet, donc pour faire simple. Est-ce que, question immédiate, est-ce que Mon Pèlerin fait partie des plateformes décentralisées qui refusent de coopérer avec les autorités fiscales? Je connais pas la plateforme, mais c'est No KYC, je crois, Mon Pèlerin. On est d'accord. Ouais. Juste KYC, c'est qu'ils vont pas. Le KYC, c'est quand, en gros, ils te demandent tes informations. Les banques, par exemple, elles sont KYC. Quand tu t'inscris dans une banque, tu dois donner ton identité, etc. Et maintenant, en Europe, dans l'UE, les boîtes, en gros, les boîtes européennes sont obligées de faire ça. Et maintenant, même les boîtes qui sont pas européennes, mais qui veulent vendre à des Européens des services dans les cryptos, sont obligées de le faire. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Reprenez-moi si je dis des bêtises. T'as raison, c'est qu'il y a Bybit qui est entre guillemets, qui est blacklisté pour les Français. Mais t'as plein de moyens. T'as des petites plateformes d'échange de particulier à particulier sur lesquelles j'étais un peu spécialisé à une période, mais il faudrait que je m'y remette. Et t'as des trucs comme Bisq, Aveno. Là, c'est pas un service où tu te connectes par ton navigateur, tout ça. C'est vraiment que des particuliers qui gèrent leurs tarifs. Oui. Ouais.
effectivement. Mais par exemple, je sais, alors moi j'utilisais Relay App pour acheter du Bitcoin. Ils font que du Bitcoin par contre. Et ils étaient no KYC car c'est une boîte qui est suisse, mais là ils sont obligés de passer en KYC pour le marché européen parce que la loi a changé depuis. Alors je pense que c'est le règlement MiCA, mais peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, il y a eu un changement et même les boîtes qui sont pas européennes mais qui veulent proposer leurs services à des Européens sont obligés d'être KYC, il me semble. Et tu as la particularité française en plus qui consiste, et ça je le dis de temps en temps quand même pour les gens qui veulent passer par des plateformes centralisées, parce qu'il y en a. Il y a, et ça c'est une particularité française je crois, parce qu'il n'y a que nous qui devons le faire, il faut que tu déclares les comptes que tu ouvres. Alors, même si tu n'en détiens pas, oui, faut pas oublier ça. Même si tu ne détiens pas de crypto-monnaie dessus, même si tu n'as pas vendu de crypto-monnaie contre des fiat, même si tu n'as pas, rien que le fait d'ouvrir ce compte, il faut que tu le déclares parce que tu peux avoir une amende. Mais d'ailleurs, si c'est no KYC, si tu le fais pas, tu es obligé de le faire, même si c'est pas KYC. C'est-à-dire, alors, sur le papier, t'es obligé. Théoriquement, oui. Après, si tu l'achètes à une plateforme, la plateforme peut ultérieurement collaborer. Après, encore une fois, c'est du décentralisé. Ils vont pas courir derrière chaque particulier de cette planète pour savoir si ta transaction acheter, enfin, c'est ce que tu as fait avec. Moi, une période, Local Monero, il y avait un système avant qui s'appelait Local Monero, bon, qui a fermé, mais qui, bon, peu importe, qui a fermé. Et globalement, c'était la fête du slip. T'achetais, tu vendais par Evolut, PayPal, par cash, il y en a même qui faisaient par cash. C'était Western Union. Il y a une app. Ouais, il y a une app comme ça. J'ai oublié son nom, mais c'est une sorte de, comme du Leboncoin, mais pour acheter du Bitcoin. Et en gros, tu proposes, c'est de la vente de Bitcoin peut-être que tu parles de Pitch. De particulier à particulier, quoi. Alors, il y a Pitch, mais il y en avait un autre. Mais il y en a plein. Il y a Odol, Agoradesk, peut-être. Agoradesk, c'est la même équipe. Agoradesk et Local Monero, c'était la même équipe. Ils ont fermé, mais il y a une partie. Malheureusement, après la fermeture de Samouraï, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont préféré fermer d'eux-mêmes plutôt que se faire choper par les Fed. Ouais. Mais je vais vous montrer notre plateforme, un truc qui a remplacé. Il y a une partie de la communauté Local Monero qui a migré sur un autre truc qui s'appelle BitPapa. C'est très très peu connu. Hein. C'est vraiment il y a vraiment que les vrais qui savent. On donne les bonnes astuces. Ouais. Et voilà, tu peux, si par exemple tu veux en vendre. Alors par contre, il y a une astuce si vous voulez vendre sur un compte bancaire, pas des gros montants et pas trop souvent parce que après ça déclenche des alertes de partout. Ouais. En plus, ils peuvent te faire chier. J'ai des potes qui sont fait chier par la banque, même sur des trucs, sur des plateformes standards, grand public. Hein. Je disais, vous êtes au Canada. J'ai des amis moi qui sont habités plusieurs années. Il y a ça un petit bout de temps. Il y a un petit bout de temps. Non, parce que longtemps que ça. Quand ils voulaient faire des virements pour acheter sur des plateformes centralisées. Hein. Ouais, c'est ouais, ça arrive, ouais. Pourquoi la banque elle bloque ? Parce qu'en fait, les adresses centralisées, genre les Binance, Bybit, tout ça, il y a à peu près une quinzaine, voire peut-être une trentaine d'adresses qui sont, d'exchanges qui sont déjà tous, entre guillemets, fichés. Et dès que ça touche ce compte bancaire-là, ils savent que c'est un exchange. D'où l'intérêt de ne pas passer par les grosses exchanges et de passer par les petites adresses. Ce que je vous recommande, c'est que vous vous inscrivez à ma newsletter. Je vais vous montrer là où les anciens de Agoradesk et Local Monero se sont repliés. Ça marche. De toute façon, là, on va conclure le live. Mais on fera un autre live, je pense. C'est quoi, c'est tous les jeudis un peu de ça. Pour l'instant, on avait prévu tous les 2 semaines. La date n'est pas fixe. Là, on l'a fait le jeudi parce qu'on n'avait pas trop de choix. C'est pas mal le jeudi. Mais ouais, du coup, on verra pour le jour. Peut-être le mardi, on en avait parlé. Après, pas mal. Le mardi, mercredi, c'est pas mal. Après, le Radio Dixie, je sais plus si c'est le mardi ou le vendredi. C'est mardi, non ? C'est le mardi, ouais. Je sais plus. Il me semblait que le mercredi, c'était pas mal. Mercredi, je crois que ça arrange. Parce qu'en plus, toi, ça avait l'air de t'arranger. Ouais, pour moi, c'est... Je suis un petit peu bloqué les mercredis cet hiver, mais à partir de février, je serai disponible pas tous les mercredis, mais un mercredi sur 2, assurément. Ok, en attendant, on pourra continuer sur le jeudi. Ou tu sais qu'il y a vendredi aussi. Hein. Bon, on verra. En tout cas, on verra, mais on refera un live où on parlera plutôt crypto
Monero, etc. Donc, Cryptomancien, tu seras bien évidemment invité. Surtout, c'est la sujet, enfin, la crypto vraiment des. Voilà. Voilà, Des des algoristes. Voilà, je sais pas, alors là, je peux en parler pendant des heures, mais là on va conclure. Mais ça sera pour une autre fois. On en parlera la prochaine fois. du coup. Et je pense qu'on a vraiment un gros sujet à faire Oh oui. sur le fait de débuter en crypto-monnaie. Oh oui. L'économie réelle derrière est permise par les crypto-monnaies. Et de manière générale, La contre-économie, en fait. pénétrer dans l'univers cypherpunk, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Bon, je pense que c'est comme ça, qu'on peut le résumer. Et vous allez voir, c'est beaucoup Pénétrer plus facile dans l'univers d'utilisation qu'on veut vous le faire croire. C'est très très simple. Oui. Ah, ça tease. Ok, bah écoutez, si vous avez rien d'autre à dire, on peut se quitter là-dessus. Ah ouais. Ça va à tout le monde. En tout cas, merci à tous. Merci aux intervenants. C'est très très cool. Et ben, merci à toi. Super intéressant, je trouvais. C'était une première. Alors, c'était pas toujours parfait. Enfin, c'était un peu improvisé sur certains points. Mais bonne première, je pense. Voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Bah, écoute, merci en tout cas pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Pas de souci. Ok, bah écoutez, Merci. à la prochaine. Bonne soirée. Salut Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt, ouais.